Trace de break vous est présenté par Nokian Tires. Ben, nous voici pour un autre épisode de Trace de break. Bienvenue tout le monde. Salut les boys. Salut monsieur. Là, on a des invitations à faire parce que on a notre propre chaîne YouTube. Ben oui. Depuis cette année, deuxième saison. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que les épisodes de la saison 1 sont sur cette même chaîne YouTube. Dorénavant, parce qu'il était, tu sais, il faut pas confondre, il y a des gens qui nous appellent, qui nous textent, qui nous écrivent, peu importe qui nous connaît, ils disent ils vont sur le site de la Poche Bleue, puis avant ça, c'était avec toutes les vidéos de la Poche Bleue. Maintenant, on a pris ces vidéos-là, puis on les a mis dans notre chaîne YouTube actuelle, si bien qu'on peut retrouver la saison 1. Fait que quelqu'un qui s'intéresserait à nous nouvellement pourrait réécouter la saison 1. Hey, de mémoire, rapidement, à saison 1, on a reçu José Godet, on a reçu Benoît Gagnon, Michel Barrette, Antoine Joubert, Carl... Michel Barrette deux fois. Deux fois, ouais, ça vaut à peine de le dire. C'est ça, il y a eu une tonne de passionnés, des gens très connus aussi dans la saison 1, ce qui nous permet aussi en saison 2 de vous présenter des gens qui, le grand public ne connaissent pas nécessairement, mais qui ont une aura, une expérience, une histoire de vie extraordinaire et vous allez en apprendre beaucoup dans saison 2. Oui, puis notre prochain invité, c'est l'exemple parfait de ce que tu Exactement. Là, hein? Un ami de longue date, ça fait 33 ans qu'on se connaît. C'est quelqu'un que j'aime profondément, que j'admire énormément. Puis ça, c'est important de le dire. Des fois, tu as des amis dans la vie, tu sais, que tu as une pure amitié. Puis tu as des amis que non seulement il y a de l'amitié, mais qu'ils sont sur un piédestal et ils trônent très, très haut sur un piédestal. Il s'est fait lui-même. Il ne venait pas d'une famille nécessairement dans le domaine de l'automobile, mais il a réussi à aller étudier à l'extérieur, à aller amasser de l'expérience. Et là, aujourd'hui, c'est une sommité mondiale. Wow. Et c'est un petit gars de Québec que je connais depuis que 15 ans. Hey, OK. On ne dit pas son nom. Ah oui, dis donc son nom. Ah, on va le dire. C'est Karim Antaki, un grand ami que je suis heureux de vous présenter, qui va devenir un de vos amis, je suis persuadé. C'est clair. Mais juste avant notre invité, on va aller voir notre capsule Nokian. Avec Yves Day, directeur de territoire chez Nokian Tires. Yves, on va parler de la pression des pneus. Je ne veux pas te mettre de pression, mais on va en mettre d'un pneu, par exemple. Oui. Combien on en met? Comment on gère ça? On veut tout savoir. Chaque véhicule, chaque consommateur doit vérifier la pression de ses pneus, bien sûr. Et la pression idéale, elle est indiquée sur un petit autocollant dans la portière du véhicule. Okay? Donc, c'est très important à froid de mettre la pression. Si c'est écrit 35 avant, 35 arrière, on met ça le matin avant de partir avec le véhicule. C'est la pression idéale. Et comme je mentionnais, chaque véhicule a sa propre pression prescrite par le manufacturier. Parce que c'est pas rare quand on voit du monde arriver qu'on gonflait ça au maximum inflation possible sur le pneu. Oui. Sur le côté d'un pneu, comme on a ici, c'est écrit maximum pressure 51 PSI. Okay. 51 PSI, c'est la pression maximale que l'enveloppe, le pneu, peut endurer à froid. On s'entend de ce côté-là? Oui. Mais les gens demandent quand est-ce qu'on met 51 PSI. Si vous prenez votre véhicule récréatif, votre SUV, et vous tirez une roulotte, un VR, une tente roulotte, ainsi de suite, dans ce cas-là, vous montez la pression des pneus presque au maximum écrit sur le flanc. Ouais. Pour mieux réfrigérer la carcasse, parce que le pneu va surchauffer, on tire une masse supplémentaire. Okay. C'est dans ce cas-là qu'on travaille avec cette pression-là, mais en conduite normale, toujours avec la pression indiquée sur l'autocollant. Qu'est-ce qui peut faire changer la pression d'un pneu? Et la température. La température, à chaque fois qu'on a une baisse de 7 degrés Celsius, c'est physique, on perd automatiquement 1 livre dans les pneus. Au Québec, donc, à tous les jours? Au Québec, à tous les jours, peu importe, en Californie, peu importe où, ça monte en pression. Disons que le matin, il fait 7, ça monte à 21 l'après-midi. On vient de prendre 2 livres, vous comprenez? 2 livres de pression dans les pneus sans rien faire, sans rouler avec le véhicule. Donc, on peut prendre, mettons, 1 ou 2 livres de pression avec la chaleur puis la perdre dans la même journée? Dans la perte dans la même journée. Okay, et imagine, Richard, si tu stationnes ton véhicule dans un garage chauffé l'hiver,
à 20 degrés Celsius, par exemple, et tu sors à moins 20. Peux-tu imaginer la perte de pression? Tu vas avoir 5-6 livres de perte de pression automatiquement. C'est physique, c'est physique. Alors, c'est très important de vérifier ça. On le vérifie, mais quand puis comment? Le vérifier. On demande aux gens, aux consommateurs de vérifier ça minimum une fois par mois. Même si les véhicules d'aujourd'hui sont collectés électroniquement sur le tableau de bord, tu peux voir la pression de tes 4 pneus. On demande de le faire à toi-même parce que tu peux avoir une fuite lente due à une vis, due à peu importe. On demande de vérifier ça. Et quand la lumière allume dans le tableau de bord, bien souvent, c'est trop tard. C'est trop tard. OK? Donc, on demande de vérifier la pression avant un long voyage aussi. Les vacances estivales s'en viennent. Avant un long voyage, on vérifie la pression pour être sûr qu'on soit sécuritaire avec les pneus qu'on a en dessous. OK, je t'en pose une curveball. Oui. Ah, tu dis un long voyage. Moi qui dis long voyage, je dis je pack mon char solide de stock, donc beaucoup plus de poids. Oui. Je le pack, puis je prends la pression après? Non. Non, la pression le matin, il n'y aura pas de variation de pression. OK. Tu packs ton char comme tu dis, tu mets tes valises, tu mets le canot sur le toit, ainsi de suite, et tu vas gonfler. Si c'est recommandé 35, on va mettre 3-4 livres de plus parce que tu as une charge supplémentaire. Et tu pars comme ça, il n'y a pas de problème. Tu ne mets jamais la pression moindre qui est écrite dans l'autocollant. Quelqu'un qui n'a pas la bonne hygiène de surveiller la pression de ses pneus, si une pression est trop basse, une pression est trop haute, ça affecte probablement la longévité du pneu. Ça affecte la longévité du pneu, ça affecte la consommation d'essence, ça affecte l'optimisation des batteries parce que ça crée une résistance au roulement si la pression est trop basse. C'est aussi simple que ça. Enfin, c'est tout. Tu as réussi ton test, Steve. Merci. Merci, Charles. Merci. Yes. Bien, bienvenue, Karim, dans le podcast. Content de te recevoir. Vous autres, vous connaissez de longue date, ça a l'air, Carl et toi. Hein? 33 ans d'amitié sincère. Là. Effectivement. Racontez comment ça a commencé. 33 ans. Première fois que Carl et moi on s'est rencontrés, j'étais allé chez Import Expert à Québec. Moi, jeune passionné de mécanique, mais qui ne connaissait absolument rien à l'époque. Et puis, j'ai décidé d'aller voir pour trouver des pièces de Beetle. Mon rêve, c'était de remonter un moteur de Beetle parce que, bon, moteur technologique, machin, j'avais lu des choses dessus. J'arrive chez Import Expert. La première personne que je vois de l'autre côté du comptoir, c'est Carl. Je me présente. Je lui dis, j'ai pas de permis de conduire encore. J'ai jamais touché un moteur de ma vie, mais j'aimerais monter un moteur de Beetle. J'ai vu que vous avez peut-être des pièces pour ça. Peux-tu m'aider? Ça a commencé là. Depuis ce temps-là, j'ai plus une scène. C'est bon. C'est le meilleur punch d'entrée que j'ai entendu depuis le début de saison. Wow! Ben écoute, nous autres non plus, puis on se tient avec Carl. C'est ça. Il doit y avoir un lien. Là. Mais Karim était de loin le gars le plus poli que j'ai vu. Il m'a dit, écoute, je veux pas te déranger. Tu as des clients qui ont des sous et qui achètent. Favorise tes clients. Mais si tu as du temps, j'aimerais ça te poser des questions. Fait que c'était des questions structurées, by the book. J'ai fait, waouh, c'est qui ce kid-là? Il était brillant, poli. Tu n'avais pas encore ton permis, donc tu n'avais pas encore 18. J'avais pas encore 16 ans. J'avais 15 ans à l'époque. J'en ai 48 maintenant. Ça a été. On est passé rapidement de Beetle à un moteur Volkswagen un peu plus récent, donc Golf 1, qui était ma première voiture d'ailleurs. Et je pense que là, c'était toutes les semaines, je passais chez Import Expert. OK, j'ai tel morceau qu'il faut remplacer. Comment est-ce qu'on peut upgrader? Comment est-ce qu'on peut améliorer? Pourquoi? Puis qu'est-ce que ça va changer dans la vie de la voiture? Là, tu parlais de ta Golf. Là. La Rabbit, oui. La Rabbit, oui. Manifestement, si vous êtes encore amis, c'est parce que ce qu'il t'a dit, ça avait de l'allure. Effectivement. Puis il y avait toujours des nouvelles anecdotes de « Hey, je passais à la souffleuse, puis là, elle allait pas super bien, puis la neige était dure. Fait que là, j'ai fait un mix de gaz, puis là, j'ai retuné ma souffleuse, puis hey, là, ça pousse la neige. » là. Le pire, c'est que c'est vrai. Non, j'ai toujours été un passionné des machines, peu importe qu'est-ce que c'était, que ce soit un Weed Eater 2 temps, un Skidoo, la Golf 1984 de ma mère qui a dû son âme. Ça a été vraiment des belles expériences d'apprentissage, de tester certaines choses. Puis, au fur et à mesure que j'ai grandi, c'était de valider ces choses-là, puis d'essayer d'amener ça de manière à ce que, effectivement, comme mon père m'a toujours demandé, fais ce que tu veux, mais paye tes factures à la fin du mois. OK. Donc, puis, entre-temps, en parallèle, est-ce que tu étudiais là-dedans? Ça, c'est un beau parcours. J'ai toujours été un passionné de mécanique. J'ai fait dans ma vie... mon père va en pleurer maintenant. J'ai pas toujours été un bon étudiant parce que mon père et ma mère étaient tous les deux professeurs d'université. Donc, on me disait étudier. Je disais, ça m'intéresse pas. Je leur disais, laissez-moi faire ce que j'ai envie de faire. Finalement, ça a fini avec un combiné, si on peut appeler ça comme ça, 2 baccalauréats en administration des affaires. OK. Un du HEC et un de l'université LAU à Beyrouth parce que, bon, longue histoire courte, j'ai voulu quitter le Canada pour pouvoir terminer mes études.
Toi, tu es d'origine libanaise. Mon père est syrien, ma mère est libanaise. Oui. OK. Un mélange presque parfait. Donc, finalement, une fois que ça s'est terminé, à un moment donné, avec mon père, on s'est dit, papa, il dit, mon fils, tu travailles dans le domaine du sport automobile, tu es super intelligent, pourquoi tu n'as pas commencé par un baccalauréat en ingénierie? J'ai dit, papa, oui, effectivement, c'est peut-être pas une mauvaise idée. J'ai dit, ben, vois si c'est possible d'aller faire une maîtrise en Angleterre en sport automobile. Oh, OK. Alors, j'ai dit, OK, je vais vérifier. On a trouvé rapidement la meilleure université qui était là pour ça. J'ai appelé à ce moment-là. J'ai dit, est-ce que c'est possible de venir vous rencontrer pour visiter l'école, voir de quoi il s'agit exactement? Puis finalement, on me dit, on n'a pas le temps. Il y a 2 semaines, c'était déjà le Open Day. Venez nous voir l'année prochaine. Ça raccroche. Donc, j'ai dit, OK, intéressant. Je commence à regarder le curriculum. Puis plus je regarde le curriculum, puis je me dis, tabarnouche, ça serait la chose à faire. Alors, à ce moment-là, j'ai très simplement décidé de prendre un billet d'avion, d'appeler un de mes chums, que son chum avait fait une maîtrise là-bas l'année d'avant, était en train de terminer. Puis je me suis dit, on va appeler ce monsieur-là, Marc-André Côté, qui est devenu un de mes grands chums. On se voit sur les pistes de course professionnelles à longueur de journée. On a énormément de respect l'un pour l'autre. Puis c'est vraiment, si je pourrais dire, mon petit frère, ça serait Marc-André Côté. OK. Donc, j'arrive à Cranfield et il me fait faire le tour rapidement comme ça. On va dans le hall d'entrée où est-ce qu'on trouve les professeurs, les thèses, toutes les posters des thèses sont affichés sur les murs. Et puis, par pur hasard, il y a ce monsieur-là qui me répondu au téléphone, qui rentre comme ça. Bonjour, monsieur Antaki. Ah, c'est à vous que j'ai parlé au téléphone. Vous devez m'excuser, j'étais un peu fatigué. Ce qui prouve qu'il faut toujours être à la bonne place, au bon endroit. Il me dit, venez demain matin dans mon bureau, je vais vous faire passer le test d'entrée à Cranfield. Oh! Donc, il voit mon CV, il me dit, vous n'avez aucun background officiel en ingénierie. Qu'est-ce qui fera en sorte que... Pourquoi je devrais vous accepter dans une maîtrise? Alors, on commence à jaser de ce que je faisais, de ce que je fais, machin. Et le monsieur me dit, OK, mais je ne sais pas si vous allez réussir à répondre à mes questions, mais principalement, allons-y, puis on va voir à ce moment-là ce qu'il y en est. Première question, ma souffleuse pousse plus. Qu'est-ce que tu fais? Check la bougie, le carbu... Non, il m'a posé des questions, des trucs de physique de base, mais pour une raison que j'ignore depuis que je suis jeune, je suis un aspirateur de connaissances. Je passe un livre de physique, Carl peut en attester, et puis je me rappelle de ce dont on a parlé. On m'a posé des questions d'un étudiant de 4 ans, de 4e année d'ingénierie, auquel je répondais avec une facilité déconcertante pour lui, parce qu'il voulait trouver le point faible. Puis à un moment donné, il arrête, il dit « Listen, welcome to Cranfield. I can't say anything else. » Et puis moi, j'avais la bouche ouverte, j'ai appelé mon père en tremblant, j'ai dit « Papa, on vient de m'accepter à Cranfield. » Il rigole, il se met à rigoler vraiment du fond du cœur comme il fait d'habitude. Il me dit « La blague est vraiment bonne, viens-t'en à Montréal, on va prendre un bon verre de vin ensemble, puis tu m'expliqueras ta blague. » Parce que j'accompagne, je dis « Papa, c'est pas une blague. » J'ai rencontré le directeur, j'ai passé l'entrevue en 7 minutes, puis il m'a dit « Welcome to Cranfield. » Il m'a même accepté comme un étudiant canadien parce qu'il me disait, je suis né en Angleterre, donc il m'a dit, est-ce que je t'enregistre comme anglais ou français, ou anglais ou canadien? Finalement, je me suis inscrit comme étudiant étranger. Et finalement, il m'a dit, c'est réglé, t'es accepté, you're in. J'ai trouvé ça fabuleux. Et ça m'a ouvert une partie de ma vie comme ingénieur professionnel parce que forcément, quand tu sors de Cranfield, très fièrement de le dire, on vient te chercher avant même la fin des études. C'est reconnu, là. C'est reconnu mondialement comme étant l'année la plus dure que tu vas faire dans ta vie quand tu es dans du sport automobile, mais quand tu sors de là, you're worth something aux yeux des manufacturiers. OK. Donc ça ouvre des portes qui sont fabuleuses et de fil en aiguille, j'ai toujours été chanceux d'être à la bonne place au bon endroit, rencontrer les bonnes personnes. J'ai vraiment une bonne étoile pour ça. C'est pas tout du Karim, là. Il y a se trouver au bon endroit, il y a d'être courageux, il y a parfois de ralentir, il y a d'être chicken des fois, mais j'ai toujours une bonne étoile pour ces choses-là, puis je peux pas me plaindre de ça, là, t'sais. C'est une belle entrée en matière de 5 minutes, hein? Oui. Quand même. Sacrifice-moi, je retiens mon souffle si j'écoute un podcast, on dirait live, là. C'est ça. C'est le fun dans ce temps-là. Mais Karim, c'est un des gars les plus intéressants que j'ai rencontrés de ma vie parce que, il est extrêmement humble, puis il y a une facilité de comprendre l'extrêmement compliqué, de le simplifier, puis même d'être capable de l'expliquer aux autres. Oui, pour ça ce qui n'est pas donné à tout le monde. Complémentaire. Je pense que oui. Karim comprend tellement de choses que moi, je comprends pas. Là. C'est incroyable. Hein? C'est vrai que j'ai une facilité à prendre la théorie, prendre la pratique, la transformer, puis la retransformer pour vraiment la faire comprendre aux gens qui n'ont pas nécessairement les aptitudes
d'ingénierie ou de technique pour absorber et comprendre comment la voiture fonctionne, comment les moteurs fonctionnent. Donc, ça m'est arrivé d'aller retourner aussi à Cranfield pour aider à donner les cours, pour être capable de vulgariser, par exemple, les pulsations moteurs, comment est-ce qu'un moteur fonctionne, comment est-ce qu'une boîte de vitesse fonctionne. Quand on attaque des choses avec des gens qui n'ont pas nécessairement mis dans leurs mains un ratchet ou une spark plug et comprendre comment ça marche, c'est des fois plus facile d'entendre quelqu'un qui a déjà eu les mains dedans pour absorber cette matière-là. Même si les gens qui viennent à l'université maintenant sont des gens qui ont parfois 1 ou 2 maîtrises avant de faire ce cours-là. Donc, c'est bien intéressant de ce côté-là, d'être capable de vulgariser, de comprendre, d'absorber, de vulgariser, puis de m'en rappeler après. Fait que tu as fait une maîtrise en ingénierie là-bas avant, sans même avoir fait un cours d'ingénieur régulier. Exactement. Mais pour aller là-bas, je veux dire, tu as la chance d'avoir des parents qui étaient assez indépendants de fortune pour te permettre d'y aller? Oui, à travers certaines choses, certains sacrifices que j'ai fait moi-même, forcément, je me suis retrouvé à y aller, mais évidemment, ça a été 1 an sans entrée d'argent, en payant de ma poche, où le taux de change en pound sterling est absolument horrible, je m'en rappelle encore. Mais ça a été vraiment la plus belle expérience. Là, 1 an. 1 an. 1 an intensif. Une maîtrise à Cranfield, c'est 1 an intensif. Il arrive quoi une fois que tu as ton degree? Le degree est donné l'année d'après, mais avant la fin du degree, j'ai rencontré des gens de chez Nismo et de chez JRM à travers Marc-André Côté qui travaillaient aussi avec eux. Et puis, c'est comme ça que je suis devenu le seul support engineer pour l'Amérique du Nord pour Nismo, pour les courses de GT3. Donc, c'est vraiment être à la bonne place au bon endroit. Voici la situation, voici les courses dans lesquelles on fait, voici nos problèmes. Tu as quel âge à ce temps-là? Oh mon Dieu, il y a 10 ans exactement. Donc, j'avais 38 ans. OK. 38 ans à cette époque-là. J'étais le plus vieux de la sélection. Mais ça, c'est... Excuse-moi, là, c'est parce que j'aime ça faire la trame factuelle. Ouais. Mais quand tu as fait ta maîtrise là-bas, tu avais quel âge? C'était en 2015-2016. C'est assez récent quand même. Oui, c'est 10 ans. Okay. Il y a 10 ans, oui. Disons que Karim avait beaucoup roulé sa bosse comme pilote, comme préparateur. Il y avait déjà énormément d'expérience. C'est pour ça que tu veux répondre un peu aux questions aussi. Là. Exactement. Parce que moi, je pensais que tu arrivais TQ là-bas à 22 ans. On est parti de la Rabbit, nous autres, on s'est retrouvés à la maîtrise. On a sauté entre la Rabbit puis ça. Il y a eu du rallye au Québec. Il y a eu... un des plus beaux travaux que j'ai eu chez Volkswagen Motorsport en 99, comme on m'a fait rentrer comme comment on appelle ça, pratiquante en allemand, un junior si tu veux, puis on m'a envoyé dans tous les départements. Quel département tu veux faire? J'ai dit je veux tout faire. Je veux faire la vente, je veux faire les boîtes de vitesse, je veux faire les moteurs, je veux faire le tuning, je veux faire les courses, je veux faire l'assistance, je veux faire les pneus, je veux tout faire. Mon boss m'a regardé, il dit ben, on a 9 mois pour faire ça. On va commencer tout de suite. Donc, tous les départements m'ont fait confiance avec certains projets. Et puis, on m'a montré comment, par exemple, ouvrir une boîte de vitesse, fermer la boîte de vitesse. Puis, c'est des boîtes de vitesse qui étaient très complexes parce qu'à l'époque, il y avait la Golf 4 Kit Car qui roulait en championnat F2, ce qu'on appelle, le Formule 2 en Europe. Et ça roulait très vite, mais il fallait que ça soit à la fine pointe. Le budget était illimité. Les moteurs, la même chose. Les boîtes de vitesse, les amortisseurs, les freins, les systèmes hydrauliques. J'ai vraiment touché à tout. Puis c'est là que j'ai vu, j'ai dit, hey, le gros, tu connais rien. Là. Il faut vraiment se concentrer. Puis il faut vraiment absorber la matière comme un pro pour être capable d'avoir des discussions avec ces gens-là. Donc, je suis content de dire que quand je suis parti de chez Volkswagen, j'arrive à avoir non seulement des discussions avec mes collègues ingénieurs, mais en allemand aussi. Donc, je n'étais pas capable de demander à une fille si elle voulait prendre un verre de jus d'orange avec moi demain matin, mais j'étais capable d'avoir une discussion avec un ingénieur sur les boîtes de vitesse, les injecteurs, les turbos, etc. Mais là, déjà, Volkswagen, je comprends que tantôt, tu parlais du seul support Nismo. Plus tard, t'es Vaux, mais je veux des pièces de Volkswagen MK1. Je me ramasse 9 mois pour tout faire les départements chez Vaux. Je veux dire, moi, je veux bien y aller moi-même, puis ils ne voudront pas. Là. Exactement. Ça c'est assez intéressant. J'avais demandé, pour continuer à faire du rallye, ça c'était en 98-99, une commandite chez Kebo Automobile. OK. Puis Kebo m'a renvoyé à Volkswagen Canada. Puis Volkswagen Canada a dit, on a 0 budget pour le sport automobile au Canada. Il y a des gens qui ne croient pas en ça, malheureusement. Mais si tu contactes des équipes professionnelles, sûrement quelqu'un va être capable de t'aider, soit pour te fournir de l'argent ou te fournir des connaissances, ou même que tu travailles pour eux. Ça m'a fait allumer quelque chose dans ma tête. Et de fil en aiguille, j'ai réussi à avoir simplement une entrevue téléphonique de 7 minutes. Comment est-ce qu'on peut vous aider? D'envoyer mon CV et d'un mois plus tard, de recevoir un fax à Québec qui dit vous commencez telle date, votre salaire est de temps, et puis on vous remercie d'avoir appliqué chez nous. J'ai encore le fax.
Fait que si quelqu'un call bullshit là-dessus, j'ai encore le fax. Je l'ai montré à mon père. Encore une fois, mon père est parti à rire. Il travaillait à l'Université Laval à l'époque avant de prendre sa retraite. J'ai dit, papa, j'ai reçu un fax. Je commence à travailler dans quelques semaines. Il m'a dit, elle est très, très bonne. Attends que j'arrive à la maison. Je dis, non, c'est pas une blague. Je m'en viens maintenant pour montrer le fax à l'université. Wow. Donc, quand je dis les étoiles sont toujours bien placées, là, ça prend quelqu'un qui te pousse derrière pour te faire avancer. Puis la première personne qui m'a fait traverser l'Atlantique pour faire mon rêve, c'est Carl. Je peux le dire maintenant. Ben voyons donc. Oui. On était un show d'automobile sur Pierre-Bertrand avec beaucoup d'animateurs, beaucoup de professionnels. Puis à un moment donné, il dit connais-tu l'analogie du singe avec la noix de coco? Alors j'ai dit Carl, non, mais explique-moi-le. Il dit, on a pris un singe, on a mis du riz dans une noix de coco. Et le singe a mis sa main pour attraper le riz dans la noix de coco. Il n'arrivait pas à enlever la main avec le riz parce que la main était fermée dans la noix de coco. Alors il dit tu t'en vas potentiellement dans ce qui va commencer ta carrière, je te dis juste une chose, lâche le riz. Si tu lâches le riz, tu vas lâcher la noix de coco, tu vas être capable de faire ce que tu veux dans la vie. J'étais agrippé à Québec, j'étais agrippé à ce que je voulais faire, mais je n'avais jamais eu l'énergie ou assez de recul, là, tu sais. J'avais le feu sacré, mais ça me prenait le coup de pied dans le cul, puis c'était ça le coup de pied dans le cul qui m'a fait partir en Europe. Wow. J'étais en train de trembler, là, je disais, oh mon Dieu, c'est un rêve d'enfance. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'y vais vraiment? Est-ce que je reste ici? Est-ce que je continue à faire ce que je fais maintenant? Puis Carl Nadeau m'a dit, lâche le riz. J'ai fait, OK, c'est bon. Wow. Yves Landry était là. Oui, c'est vrai qu'il nous a aidés tous les deux dans nos carrières respectives. Depuis ce temps-là, tu manges plus de féculents. Terminé. Mensonge. D'ailleurs, Karim m'a fait venir chez Vaux Motorsport. J'ai passé une dizaine de jours avec Karim là-bas. Fait que j'ai été capable de voir dans quoi il travaillait, puis l'aisance de Karim. Parce que, tu sais, il parle qu'il a fait tous les départements, mais il a fait tous les départements en gagnant le respect dans chacun des départements. Fait que c'était des conversations d'égal à égal avec les ingénieurs, avec tout le monde. Puis parler à des Allemands qui sont les plus respectueux, mais les plus classiques au monde, chez eux à la maison, puis de leur faire comprendre que c'est une bonne chose que quelqu'un de l'extérieur vienne travailler pour eux, pour les aider un peu à avoir un peu d'international. C'est pas tout le monde qui acceptait ça. Là. Il y a eu une réunion chez les mécanos pour demander pourquoi on a fait venir un Canadien pour travailler dans une entreprise aussi allemande que ça. Puis moi, j'étais au milieu de la réunion, je comprenais pas de quoi il parlait. J'ai demandé à quelqu'un. On parle de toi. J'ai trouvé ça un peu comique, mais bon, des choses comme ça qui arrivent là, quand on est au centre de l'Allemagne. Ben, c'est un tantinet d'adversité des gens partant. Oui, absolument. Loin de la maison, dans un territoire inconnu où des gens ne veulent pas nécessairement que tu donnes ton opinion, peu importe. Mais l'objectif de ce travail-là, c'est de récolter un financement pour le rallye. Non, ce projet, c'était devenu maintenant, on n'a pas d'argent pour vous, on a des pilotes professionnels, mais venez travailler pour nous, on va vous montrer comment ça marche. Finalement, de fil en aiguille, j'ai accepté ça. Ça m'a fait conduire des belles voitures de course aussi, des beaux prototypes, parce que quand on est chez Volkswagen Motorsport et qu'on travaille dans ce département-là, bien, on a des voitures qui se retrouvent par pur hasard de chez Audi, de chez Bugatti, de chez d'autres compagnies qui font partie du groupe, et on fait des tests. Donc, on ne fait pas juste des tests sur l'autoroute, on fait des tests sur la track, on fait des tests sur les routes de cobblestone, le pavé, le fameux pavé allemand sur les routes de transport qui sont résistants aux chars d'assaut, qui sont parfaits pour faire des tests de suspension un peu partout. Donc, on s'amuse avec ça un peu et on rencontre des gens, des pilotes professionnels. On rencontre Mark Higgins, par exemple. On rencontre Simpson. On rencontre vraiment des pilotes qui ont une opinion intéressante sur comment mettre les voitures au point. Donc, on essaie de faire la relation entre la technique aussi et la relation entre la pratique. C'est vraiment une ouverture quand on est ouvert d'esprit puis qu'on est capable de voir cette relation-là entre... Avec le recul, quand tu es parti là, t'avais-tu le CV pour aller là ou pas? À date, non. En 99, je n'avais pas fini de baccalauréat. J'allais là-bas vraiment comme un junior qui veut tout apprendre. Comme un travail étudiant presque. Exactement. Le salaire n'était pas extraordinaire, mais c'était suffisant pour aller travailler le matin, prendre mon lunch, revenir à la maison, dormir. Tout ça juste parce que tu as demandé une commandite. Exactement. À Québec. Il y a des choses que tu ne vois pas ailleurs. Je me rappelle que quand on était là, on est à côté sur des caisses de bois, puis dans une salle qui a l'air d'un laboratoire. Là, tout est blanc, tout est impeccable partout. Puis il y a une caisse d'ouverte. Puis je regarde ça, il est bien bizarre ce moteur-là. Puis Karim me regarde. Puis là, il y a un ingénieur qui fait... La panique totale. On venait de voir un moteur prototype qu'on n'était pas supposé voir. Là, on peut en parler aujourd'hui, mais dans ce temps-là... Je pense que c'était un moteur V5 qu'on allait mettre sur le dyno pour faire des tests d'endurance. On faisait des tests d'endurance de 24 et de 48 heures, 5000 tours.
pendant 48 heures d'affilée sur les dynos. Ça chauffe la bâtisse au complet à l'automne. C'est vraiment cool, là, mais c'est impressionnant à voir. Là. Impressionnant à voir. Très impressionnant. Wow. Fait que là, ça, c'est 9 mois de temps. 9 mois de temps au total, oui. Puis après ça? Après ça, fin de promesse, retour à l'université à Montréal, au HEC. Là, j'ai rencontré des gens de l'ETS. J'ai participé aussi au programme de Formule SAE et de Baja. Super intéressant. Les gars aussi, c'est les formules étudiantes où les jeunes finissent par compétitionner aux États-Unis et au Canada. Ils doivent construire un véhicule en route, un véhicule Baja en route, avec une formule technique très spécifique pour faire l'arceau de cage, pour faire le moteur, etc. Dans la même ligue que maintenant, on se retrouve à avoir des compétitions de transformation de skidoo pour les rendre électriques. Ouais. Donc, toutes ces choses-là. La SAE aussi a un concours pour les hélicoptères à propulsion humaine. Il y a plein de choses qui sont super intéressantes dans ça. Et les gars de l'ETS, en partage de connaissances, m'en ont appris énormément. Et en même temps, m'en ont demandé énormément. C'était vraiment une belle relation pendant 2-3 ans. Pendant que j'étais au HEC, j'étais inscrit facticement à l'ETS pour être capable de faire partie du club Baja. Comme ça, après les cours, on change de stationnement, on va travailler avec les boys. Qu'est-ce que tu fais, mon fils? Ouais, papa, je suis en train d'étudier, en train de monter des moteurs avec les gars de Baja. Donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment plaisant. Arrivé à un certain point où j'ai commencé à travailler dans le tuning, commencé à travailler avec les systèmes d'injection, commencé à travailler chez la Chute Performance, qui a été, en 2010, un partenaire fantastique, Julien Pilon, un saint homme. On s'est rencontrés sur la piste. Ça a duré 30 minutes. Puis il vient me voir à mon bureau lundi matin. Puis lundi matin, 10 ans plus tard, presque 10 ans plus tard, je suis parti à Cranfield en restant sur les books avec Julien, sur les livres. Puis on continue à faire des super beaux projets ensemble de temps en temps. Là, vraiment, vraiment plaisant. Là. Des belles grandes tranches de vie après ça. Là. Wow. OK. Fait que c'est pas banal. Qu'est-ce qu'on dit qu'on a une vie tranquille, Richard? Hein? C'est pas banal. Tout un parcours. Mon On a cerveau. tellement jeunessé ensemble parce que Karim et moi, on n'est pas des gars qui boivent de l'alcool, mais on est des gars qui aimaient ça aller vite puis tenter des trucs. Fait qu'on Boire a du des gaz. anecdotes. Mais tes parents étaient à Québec. Mes parents étaient à Québec à l'époque. Fait que c'est pour ça que... 2001-2002, on vivait entre Québec et Montréal pendant un bout de temps. On avait gardé la maison à Québec, on avait loué, puis c'était mon excuse pour aller de temps en temps à Québec, pour aller voir les amis, puis passer voir Carl. Mais Max Autosport, c'était quand? 98-2000. Ouais. Fait que c'était pas mal dans juste avant Cranfield. Ouais, Juste avant le Volkswagen Motorsport. Juste avant Volkswagen Motorsport, oui. Toi, en tant que pilote, t'as fait quoi? Principalement, beaucoup de courses invitationnelles. J'ai fait Tremblant quelques fois, qui a été pour moi une école fabuleuse. J'ai fait du rallye en championnat québécois. J'ai été pilote de test quelques fois chez Volkswagen. J'avais demandé avant de partir, ça aussi, ça a été un hasard fabuleux. J'avais demandé avant de partir du Canada une licence internationale de rallye. À l'époque, au Canada, on n'avait pas international A, international B, international C. On donnait des international A. Pas de problème, M. Antaki, on va vous en donner une, international A. Merci, bonsoir. J'arrive chez Volkswagen, on me demande si j'ai ma licence de pilote avec moi. Je donne cette licence de pilote-là. Les yeux de mon boss s'ouvrent grand ouverts. La bouche lui tombe. Il dit, tu as une licence internationale A. J'ai dit oui. Il dit, mon Dieu, quel championnat tu as gagné? Je dis, j'ai jamais gagné aucun championnat. Je dis, c'est la seule licence internationale qu'on donne au Canada. J'ai dit, c'est fabuleux. C'est la licence que tu as besoin pour conduire une WRC. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est pas ce que j'essaie de faire, mais si vous avez besoin d'aide d'un pilote d'essai, pas de problème. Donc, on est allé s'amuser quelques fois. Je crois que j'ai fait au-dessus de 110 tours au Nürburgring en testant les voitures. Piste longue, piste courte. À Hockenheim quelques fois. Certaines voitures de rallye avant qu'on fasse un shakedown, avant de les envoyer... avant de les envoyer chez des clients, et aussi New Beetle Cup et les Lupo Cup à l'époque qui couraient. J'en ai passé quelques-unes sous ma main. Là. C'est plaisant comme voiture, mais on n'essayait pas de battre des temps. Ce qu'on essaie de faire, c'est faire des bons shakedowns, s'assurer que tout allait bien fonctionner. Qu'est-ce que c'est mieux? Comprendre le char puis le régler ou le vivre? Je sais qu'en le vivant, je suis pas capable de l'amener aussi vite que ce que j'aimerais que les autres soient capables de faire, les pilotes professionnels. Puis c'est ce que maintenant, avec mon travail, ça fait 3 ans que je suis avec Ferrari, je peux pas me prétendre embarquer dans la voiture, faire ce que les gars font. Mais si un jour j'ai la chance de monter dans une voiture, une GT3, pour être capable de trouver un problème, c'est jamais un problème à haute vitesse ou un problème que je suis pas capable de voir sur le data. Honnêtement, le feeling d'être dans une voiture, de comprendre comment ça marche et de juste rouler avec est plaisant. Aller trouver la limite, j'ai pas cette comment on dit ça, cette
cette prestance-là d'aller trouver la limite. Il y en a qui sont là pour ça. Il y en a qui sont des fins limiers pour aller chercher la limite. Mais on les traite à ce moment-là comme étant un véritable système de contrôle, comme si c'était sur la voiture. Le pilote devient un système de contrôle qu'on lui demande de faire quelque chose. De comprendre comment tout ça marche, puis ensuite d'essayer de rentrer dans la tête du pilote pour le faire faire, c'est extraordinaire. Oui, sûrement. Hein? C'est extraordinaire. C'est d'un plaisir, un plaisir malin quand on réussit à atteindre l'objectif, parce qu'on réussit à faire comprendre à quelqu'un comment ça marche, celui qui est assis dans la voiture qui la conduit. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Tu parles de pilotage. Tantôt, tu nous disais quand tu étais chez Volkswagen. Oui. Il y a Bugatti qui fait partie de la compagnie. As-tu eu la chance d'essayer quelques Bugatti? Il y a eu un moment où j'ai pas pu rouler. Je sais pas si tu te rappelles, Carl, c'est une histoire que je t'avais racontée. Il y a un pilote que je ne nommerai pas, pour qui j'ai beaucoup de respect. J'étais en train de travailler sur un de mes projets personnels un soir. Et il y a un pilote de rallye qui est venu par pur hasard faire un tour à la shop. Puis j'étais tout seul là-bas. Il a vu la voiture, il a dit « C'est beau ça ». Il a enlevé la bâche. Il a vu à l'intérieur qu'est-ce que c'était. Je peux donner quelques détails. C'était un V12 quadriturbo dans cette voiture-là. Et puis il a décidé de lever le grand store, de la sortir à l'extérieur, de prendre quelques photos ou d'aller faire un tour avec. Moi, je voulais pas rester tout seul dans le garage en me faisant dire pourquoi la voiture est plus là. Je suis monté avec lui. On est allé faire un tour, on est revenu. J'ai nettoyé la voiture de fond en comble. J'ai remis la bâche. C'était une aventure extraordinaire, mais que je ne referai plus maintenant. Donc, parce qu'il y a des caméras partout. C'est une personnalité connue. Oui, c'est une personnalité connue. De haut niveau, j'imagine. Absolument. Okay. Je peux dire que c'est un Anglais. Je peux pas dire. Okay. On est là, on cherche dans notre tête pendant ce temps-là. Oui. Autre truc concernant la conduite automobile, on a parlé de Bugatti. Oui. Ensuite de ça, le rallye. Oui. T'as-tu déjà eu la chance de fouler des pistes avec Carl? Oui, on a foulé des pistes d'essai, on a foulé des sentiers de rallye aussi ensemble. Des choses très amusantes. On a aussi fait un tournage pour Musique Plus. Hey. Musique Plus avait fait dans la belle épopée, comment ça s'appelle, le Grand Talbot? Les aventures du Grand Talbot, c'est ça. Où le Grand Talbot copilotait. Prochain épisode, le Grand Talbot apprend à piloter. Et le troisième épisode, c'était le Grand Talbot pilote une voiture pendant un rallye. Un certain talent. On était avec des amis à l'époque. Puis nous, on était là pour aider à fermer les routes, ouvrir les routes. On avait chacun une voiture de rallye là-bas, en hiver. Et première fois que, en fait, Grand Talbot a appris à conduire la voiture, il a fait des tonneaux. Ouais. Donc, malheureusement, ça s'est passé. Un jump assez pointu, il l'a échappé comme il faut. Puis, on nous demande, on a besoin de stock pictures, stock footing, je ne sais pas comment on appelle ça. Stock shot. Parce que dans le fond, il va manquer d'images pour l'émission, étant donné que l'auto est scrap, fait qu'il ne peut pas faire la course. Exactement. Fait que ça prend des clowns qui donnent des images. Donc, Carl et moi, on décide, ça ressemble à être un beau saut, est-ce qu'il a atterri puis il a finalement flippé? Je pense qu'on est capable de passer pour que vous puissiez prendre différents points de vue. On va le faire 2-3 fois. Talbot nous dit, je pense qu'il a sauté à 90 km/h puis il a fait des tonneaux. Fait que les gars disent, rouler freinant en bas de 90. Plus vite. Finalement, on monte la côte tous les deux. Carl fait demi-tour devant moi. Il dit, Carl, qu'est-ce que t'en penses? 3e, 4e? Il dit, je sais pas, je vais la prendre au feeling. OK, parfait. Carl, à l'époque, avait monté une voiture avec des carburateurs, quelque chose, un vrai monstre. Une Golf, des carburateurs. Mais malheureusement, moi, j'avais la boîte courte qui était capable d'aller chercher l'accélération. Carl avait la boîte longue, ce qui voulait dire deux choses. Il n'était pas capable d'accélérer, mais il pouvait rouler tellement vite qu'il était capable de prendre la vitesse. Qu'est-ce que Carl fait? Il remonte derrière moi. Je me tasse sur le côté. Il se donne un méchant swing. Je pars derrière lui. Je dis, OK, il va clairer. Je vais passer après. Ils vont prendre le shot. Ça va être fantastique. J'arrive sur le saut. Je dis, il y a de quoi qui ne marche pas? Je saute dans les airs, mais le caméraman, il ne me regarde pas. Le Grand Talbot ne me regarde pas. Les mécanos ne me regardent pas. Il n'y a personne qui me regarde. Je vois le câble d'hydro encore en train de faire ça. Puis le câble d'hydro était loin. Là. J'étais même pas proche d'y toucher. Le câble d'hydro fait ça. Je regarde plus loin. Je vois une Golf grise plantée du devant, 3 roues dans les airs, dans le banc de neige, une porte ouverte. Comme une flèche. Puis tout le monde qui court vers Carl. Fait que là, je ralentis, j'arrête. Fallait que je comprenne ce qui s'est passé avant d'arriver à la voiture. Je vois, il a jumpé là. Il a fini là-bas. Je suis à mi-chemin. Ça bouge. Il est mort, c'est certain, il est mort. Il n'y a aucune trace la d'impact voiture. au sol. Il ouvre la porte. Il sort de la voiture en riant. Il est arrivé absolument rien. Il a piqué dans le banc de neige, tout simplement. Puis le Grand Talbot qui crie « T'es-tu
Il a passé par-dessus le Grand Talbot puis le caméraman avec la voiture. Dans le fond, eux autres, il y avait eu où est-ce qu'il a jumpé, où est-ce qu'il a bouncé dans le banc de neige, où est-ce qu'il s'est arrêté, puis il s'était donné une marge de manœuvre, il s'était mis plus loin que ça en disant, ben là, ils iront jamais plus loin. Mais quand j'étais dans les airs puis que je clippais les fils électriques, j'ai vu du coin de l'œil, debout sur le banc de neige, Talbot puis son caméraman, puis j'étais dans les airs quand je les ai dépassés. Fait que les gars, ils étaient un peu découragés. Travis Pastrana sort de sa corps. Presque. Mais là, quand ils m'ont regardé, ils m'ont dit, tu veux-tu repasser un peu plus vite? Non, c'est terminé. Ça va être ça pour tout de suite. Carl est là, on va sortir du banc de neige, puis c'est final bâton. Merci, les gars. Wow. Ben, je veux qu'on revienne aussi sur. Tu as dit rapidement Nürburgring, qui est un circuit mythique que tu sembles dire que tu l'as fait 100 fois ou 100 tours. Au-dessus de 100 tours, au-dessus de 100 tours dessus. J'ai pas la prestance de dire que je me rappelle de la track par cœur, parce que c'est pas vrai. Je roulais beaucoup à l'œil, à la vision. Mais ça a été une piste fabuleuse. Sur le même tour, on me dit « Ah, tu vas voir, soleil, pluie, neige. » Je l'ai fait. Tu l'as vécu, là. Puis c'est vrai que c'est un circuit qui est fantastique, puis qu'après un certain temps, on prend une... comment je peux dire ça? Une habitude vicieuse de vouloir rouler encore plus vite sans comprendre ce qui se passe devant nous. Puis c'est vrai que même après 100 tours, c'est comme si on faisait le premier tour encore pour recommencer. Là. Ah oui, hein? C'est extraordinaire. Puis qui t'envoie là? Les fabricants? C'est Volkswagen Motorsport à l'époque qui m'a envoyé là. Et ça a fini avec une séance avec Carl où on a loué 2 voitures. Ah, on ne pas de quelle compagnie. Ce que tu nous as conté, c'était avec lui. C'était avec Karim, oui. Ouais, on s'est fait du fun. À l'époque, ça coûtait 10 livres... pas des sterling. 10 non, c'était pas les euros. Pas des francs? 99. Non, t'étais en Des Dutch Mark. Des Dutch Mark. 10 Dutch Mark qui étaient à peu près 5 $ canadiens à l'époque. Tu punchais ton ticket. Ça coûtait moins cher quand on achetais 10 laps, mais après 10 laps, t'es brûlé qu'une voiture de location. À l'époque, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas rien dans les voitures. Tu laissais une carte de crédit en dépôt, tu partais, la voiture était neuve. Tu louais, comme on a fait à Cologne, qui était assez loin du Nürburgring pour ne pas éveiller de soupçons. Exactement. Puis finalement, on a fait quelques tours là-bas, brûler à la fin de la journée, aller mettre du gaz, dormir à l'hôtel, puis de dire, on retourne-tu une autre journée là-bas? Non, il faut qu'on ramène les voitures à l'agence. Mais c'était fabuleux. C'était fabuleux. 2 cas. En passant, mouche. À ce moment-là, j'ai aucune idée c'est quoi le Nürburgring. Le nom n'était pas encore utilisé dans les publicités au Canada. On n'entendait jamais ce nom-là. Karim dit, on va faire de la piste au Nürburgring. Cool, c'est une piste de course qui doit être le fun. On loue des autos. Je dis, t'es sûr? Finalement, on voulait des Porsche 911. Il n'y en avait plus. Fait que on a pris des BM, le modèle comme un M Coupe, mais avec le moteur du 328 dedans, le manuel, qui était mauditement le fun d'une agence de location. Oui. Arrive au Nürburgring, Karim, il dit, on rentre d'un dépanneur, achète des bouteilles d'eau. Karim, il dit, prends des tours de piste. Je dis, non, j'achète des tours de piste. Au dépanneur. Voyons, au dépanneur, on achète des tours de piste. On arrive au circuit. Je dis, Karim, mais on n'a pas de casque. L'inspection technique, c'est où, Karim? Pas d'inspection. Non, à l'époque, c'était encore plus libre que maintenant. C'était vraiment considéré comme une route normale. Puis on s'est fait passer par des voitures qui venaient d'Angleterre, des voitures plaquées aux États-Unis à cette époque-là. La seule réglementation, c'était que tu n'avais pas le droit d'avoir des full slick de course, des Michelin ou des Pirelli de course. Pas DOT, c'était interdit. Mais tu pouvais rouler avec ce que tu voulais. Tu pouvais rouler avec à l'époque, ça n'existait pas encore comme maintenant, mais tu pouvais rouler une Porsche Cup, par exemple, avec des pneus de rue sans aucun problème. C'était pas de pneus de course. C'est ça la seule réglementation. Puis techniquement, pourquoi? Parce que... C'est considéré comme une route. Donc, théoriquement, tu peux rouler là-bas avec une ambulance, tu peux rouler là-bas avec un scooter, tu peux rouler là-bas avec n'importe quel véhicule normal. Puis, c'est vraiment considéré comme une autoroute ouverte. Les vidéos, quand il y a du trafic, c'est quelque chose. Là. Absolument, autobus, moto, you name it. Là. Absolument. Tu l'as-tu vécu, ça, toi, avec tous les tours que tu as faites, d'avoir des affaires bizarres sur la track? Là? Il y en a eu quelques-unes. Il y a eu une fois où on a rencontré la première S2000 Gruppa, Honda S2000 Gruppa, qui était en train de construire. Puis quand on montait la côte, moi, j'avais une TDI Group N, une Golf 4 TDI Group N qui avait 120 chevaux. Mais le torque, c'est moi qui l'avais, c'était pas lui. Fait que pour monter les grandes côtes, que toi, tu penses que... Tu te rappelles, Carl, il y a des côtes où tu penses que ça va tout droit, tu te dis, mon moteur est sauté. Mon moteur est sauté, je suis dans une ligne droite, je suis plate, ça tire pas. Moi, je suis passé à côté de la S2000, avec la Golf TDI 4 portes, avec la cage à l'intérieur, puis le gars me regardait, je pense que c'était un pilote japonais à l'époque qui était là, puis il se demandait pourquoi j'arrivais à le dépasser. Là. Mais il y a des choses, Nürburgring... Le circuit est tellement fait de manière bizarre que
tu finis par être enivré puis plus savoir si tu montes ou tu descends à certaines places. Là. Ah, Tu sais, ouais. Le tour va super vite, je devrais descendre. Oh, mais ça prend genre 7 minutes de faire un tour, ça n'a pas de Ouais. bon sens. là. Ouais. Puis les illusions Puis 7, d'optique. c'est tout un tour. 7, là. c'est un 7 tour, minutes, non. c'est C'est un magique. tour record. là, ouais. Ouais. C'est ça. Puis, tu sais, des fois, tu penses que ta mémoire a joué des tours. À un moment donné, tu dis, OK, ce secteur-là, je le connais. Ouais. Là, tu arrives sur le dessus d'une côte, tu dis, ah, ça va être droit, ça va être droit. Ah, non, ça tourne. Exactement. Fait que, moi, Mais j'ai comment on eu explique quelques tout ça? frayeurs. Ces espèces de interminable. incongruités-là. C'est que finalement, il y a beaucoup de paysages qui se ressemblent à certains moments où tu arrives sur le dessus des bosses où tu te dis ah, cette bosse-là, je la connais, ça tourne à droite. Mais il y a la même bosse exactement ailleurs dans le circuit, puis ça tourne à gauche. Fait que toi, tu essaies de te gager sur ce que tu vois, puis tu essaies d'être plus impressionné, mais tu peux pas en 100 tours ne plus être impressionné de cette piste-là. là. C'est pas comme si c'était 10 tours du circuit Gilles Villeneuve où tu dis OK, je pense que je commence à comprendre, tu clips ça là, il y a 4 jours de freinage, puis c'est terminé. Là-bas, les zones de freinage sont tout le temps là. Là où tu rentres, les virages changent à chaque fois. Il n'y a pas un virage qui se ressemble, mais à la fin de la journée, si tu es capable de tout calquer ça puis faire un bel amalgame de la piste dans ta tête puis de t'en rappeler, c'est extraordinaire. Tu vas être champion là-bas. Là. Il y a des bonnes raisons pour lesquelles certaines séries de courses font 1, 2, 3, 4, 5 tours puis c'est terminé parce que ça se conduit comme une course de côte ou comme un rallye principalement. Les gens regardent à l'œil, les gens sont les meilleurs pilotes que les autres. Mais regardez les courses d'endurance de 24 heures sur le Nürburgring, c'est fabuleux parce qu'on voit vraiment qui sont vraiment les spécialistes du Nürburgring, qui sont habituellement pas les spécialistes d'une autre track, mais les spécialistes du Nürburgring et parfois même de Spa aussi pour les 24 heures. Parce que c'est deux pistes qui sont considérées en ayant le même coefficient de difficulté. Là. Fait que là, ça nous ramène-tu à Nismo? Oui, Nismo. Je vous ai dit... Parce que Nismo, c'est direct après la chute. Nismo, c'est direct après la chute, tout de suite après Cranfield. OK. Ils sont venus me chercher directement là-bas avec Marc-André Côté puis JRM. Finalement, je me suis retrouvé à faire la série Pirelli World Challenge où je me suis occupé des 2 voitures officielles de Nissan en Amérique du Nord. Ce qui m'a amené aussi à aller faire les 12 heures de Bathurst en Australie, qui est une course mythique là-bas. Et Ça va dire ça? Batteur, je ne m'en rappelais même pas. Il y a tellement... Ouais. Tu sais, le CV de Karim, tellement de il y a stock. 22 pages. toujours avec Nismo. Aussi certaines assistances en Europe avec Nissan aussi. Toujours avec les voitures GT3 qui étaient des fabuleuses voitures. Je les appelle des boîtes à chaussures parce que c'est des voitures qui ont zéro aérodynamique. Des voitures, quand on les compare avec les Porsche, les Ferrari, les Lamborghini qui courent en GT3, on se retrouve avec une voiture qui est extrêmement longue, extrêmement large, avec des ailerons qu'on a mis partout. Puis, dans les premières années, des freins stock. Fait qu'on s'est retrouvé, petite anecdote, à chaque fois à négocier la BOP. Je me retrouvais à représenter Nismo pour négocier la Balance of Performance, qui est la puissance qu'on donne à certains manufacturiers pour être capable de se battre dans les championnats. Donc, principalement, on leur donne un certain poids, un certain niveau de boost, un certain minimum ride height, qui est la hauteur minimum de la voiture, pour donner ou enlever un avantage pour que les voitures et les combats entre les voitures soient à peu près égales. Moi, la seule chose que j'ai dans la Nissan pour pouvoir me battre avec les autres, c'est la puissance du moteur. Il n'y a rien d'autre. La voiture est plus grosse, la voiture est plus large, la voiture est plus lourde, la voiture freine mal. Donc, moi, mon seul point de contention, c'est d'aller voir... je ne peux pas donner son nom parce qu'il est... Le gars est adorable puis il va me fusiller s'il lit ça. Mais je vais le voir. Je dis « Hey, t'as mal fait ton travail pour la BOP. » Comment ça? Il dit « J'ai pas le top speed sur la piste au bout de la ligne droite. C'est pas moi qui l'ai. C'est Bentley ou McLaren. » Il dit « OK, bon, je vais les ralentir un peu, je vais t'accélérer toi. » En sachant que je peux rien faire d'autre partout sur la piste, sauf avoir du boost pour être capable de essayer de me battre dans la ligne droite à peu près. C'est pour ça que Monza, c'est une belle piste pour les Nismo GT3 à l'époque, parce qu'on avait de la rod, on n'avait pas de freinage, donc il fallait arriver avant les autres, freiner un peu avant les autres, pour être capable de refroidir les freins après, puis de remettre ça dans la ligne droite, le gaz au fond. C'était fabuleux d'avoir la capacité de négocier la balance of performance quand le head engineer de Porsche Motorsport est là pour nous dire... Qu'est-ce que tu fais dans le bureau de ce gars-là? Il dit, ben, je viens négocier pour Nissan. Il dit, non, ils vous ont trop donné de stock, ils ne vous donneront pas. L'ingénieur rentre dans le bureau, il dit, Porsche, vous avez 20 kilos de plus pour la prochaine séance. Nissan, je vous donne 100 millibars de boost de plus. Fait que je faisais comme, yes! C'est quasiment 50 livres-pieds de torque de plus. Parce qu'on était dans le sweet spot des turbos, double turbo. Donc, tout était vraiment calculé là, au millibar près là, pour nous donner de la puissance. Si vous ne voulez pas que les autres apprécie l'avantage qu'on avait, mais à la fin de la journée, ils voulaient que Nissan soit en avant pour être d'être capable de se battre pour le podium, ou au moins de faire un bon figurant, là, malgré que les voitures... la Nissan GTA date de combien de temps? 2008-2007 à peu près? Avant ça?
c'est la même voiture qu'on a encore maintenant. Là. C'est la GTR qui a la plus longue histoire à vie. Puis ils sont encore en train de gratter dessus. Il n'y a pas de nouveau moteur qui va arriver bientôt. À part monter le prix, ils n'ont rien fait de spécial. À peu près. Hein? Ça sortait à 140 000 c'est rendu genre à Juste 260. mettre du frein puis donner du devant, ça serait déjà pas pire comme amélioration. C'est des super belles voitures. C'est des voitures de course fabuleuses. Ils ont eu la main fantastique quand ils ont décidé de... Ils ont gagné le championnat GT3, championnat GT1 à l'époque. Ils ont pris la voiture d'origine à la place de faire un châssis tubulaire. Ils ont construit la GT1 qui était à ce moment-là, à l'époque. Vous avez le droit de construire une voiture châssis tubulaire, fibre en carbone, faites ce que vous voulez pour gagner les courses. Ils ont pris un châssis stock. Ils ont modifié les points d'ancrage de la suspension. Ils ont dit, parfait, on va aller gagner les championnats avec ça. Ils l'ont gagné avec un moteur V8. Puis quand les GT3 sont arrivés, ils nous ont dit, on a une bonne idée, on va prendre le même châssis que GT1. C'est une voiture qui correspond aux normes techniques pour la GT3. Finalement, ils ont construit la GT3 avec ce même châssis, sans aucune modification. Ils ont mis le moteur turbo de rue dedans et puis ils sont allés aux courses. Économiquement, c'était fabuleux. Pour faire des posters, il y avait vraiment la bonne voiture pour le faire. Pour gagner les courses, c'était un petit peu plus difficile. Beaucoup plus difficile. Donc là, ton titre à ce moment-là, c'est... ingénieur support pour Nismo à l'époque. OK. Ouais. Il arrive quoi après? Après ça, je suis passé de différents manufacturiers en commençant à m'occuper énormément des voitures vintage pour Porsche. J'avais un ami qui était à Chicago qui avait accès à la plus grande collection privée de Porsche de course en Amérique du Nord. Si vous avez des voitures avec des tapis, la marque WeatherTech, je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui. Ouais. Donc, principalement, le propriétaire de WeatherTech avait environ 269 Porsche d'usine de course. OK. Donc, quand on a... Avait? il en a vendu quelques-unes. Il n'a plus le record maintenant, parce qu'il y a des gens qui ont battu son record depuis ce temps-là. Mais des 962, des 935, des 934, des 930 Turbo, des Porsche Cup, des Porsche RSR, des tracteurs Porsche diesel. Vraiment des choses qui sont éclectiques, mais fabuleuses. Et la personne qui s'occupait de l'entretien de ces beaux projets-là avait besoin de quelqu'un pour faire l'électronique, pour faire l'engine management system, pour faire en sorte que les voitures puissent rouler. À chaque fois que ce monsieur-là voulait aller rouler, les voitures soient prêtes, soient propres, soient réglées. Donc, moi, je m'occupais de tout ce qui était électronique. J'étais ce qu'on appelle en anglais le Sparky. S'assurer que le data logger est correct, le système d'injection roule bien, aller faire des tours avec les voitures, s'assurer que tout était réchauffé, tout était number one pour que le client arrive avec son casque dans les voitures. Pas un char de rue, là, ça nécessite plus d'attention. Là. Oui. Tu veux aller là en passant. Exactement. C'est sûr, puis ça me rappelle une histoire. Hein? Oui. Elle avec Joe. C'est vrai, quand on a été visité. Attendez, vous parlez de quoi, là? Parce que Carl m'a amené, tu peux le compter plus, c'est qui pour tout. Joe, c'est son ancien crew chief en course de je sais pas quoi, qui est rendu qui s'occupe d'une collection privée d'un milliardaire new-yorkais. Puis on a fait une raid de moto, on est allé là, on a couché à l'hôtel, le lendemain, on a visité le musée privé du gars. Mais le musée, là, c'est pas un base building avec des chars cordés dedans. Le gars, il a pris le soin de recréer des espaces, des environnements. Il a acheté un vieux diner, le restaurant. Wow. Il l'a importé dans sa shop. Il l'a restauré au complet, il l'a réassemblé. Il y a les banquettes d'origine, il y a la machine à crème molle d'origine. C'est lumière, c'est des couverts de valves virés à l'envers. C'est débile. Il y a un cinéma vintage là-dedans, puis il y a toutes les tranches automobiles de l'histoire. Tu sais, les années 20, les années Art déco, les années... Tout ça. Puis ça finit avec 12 Bugatti, une à côté de l'autre, une BM 507, 2 Bristol, une 300 SL Goldwing, puis name it, là, dans une place énormément dans laquelle tu as mis du... Tu sais, Jay Leno, tu as déjà vu l'intérieur, c'est une coche au-dessus de ça au niveau de préparation de sa place. Puis, le gars qui s'occupe de toutes les faire marcher quand monsieur veut les prendre parce qu'il les roule tous, c'est Joe Lamiacal. J'ai eu le privilège d'aller visiter Karim ça. connaît aussi, Joe Amodio puis Josh. Là. Ouais. C'est J'ai dans eu le le fond mon privilège équipe d'aller de course. visiter ça. Puis ça, là, c'est la plus belle place que je suis allé de ma vie parce que c'est à l'abri des regards. C'est Question. ça qui est le fun. Est-ce qu'il y avait dans cette collection-là une 962 Martini avec des stickers Martini dessus? J'ai pas le souvenir. Pas que je me... Non, je Ah, crois non. pas. OK. Les voitures de course qu'il y avait, c'était des anciennes voitures. Bugatti, mettons, 1936, Ouais, avec le shifter, Bentley, Bugatti, le shifter en le dehors, là, tu sais, là. ouais. Ouais. Le supercharge sur le bumper en avant, Ouais. chose qu'on voit pas. Wow, non, Tu sais, effectivement. les capots tiennent avec des straps de cuir. Ouais. Des belles voitures, ça. Fait que tu Des étais Sparky pour... Pour ce groupe-là. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à côtoyer les gens de chez Porsche Motorsport. Et les gens de chez Porsche, bien évidemment, quand ils voient que tu as pris le temps de lire le vieux manuel en allemand,
en noir et blanc, de comprendre la voiture, de faire ta due diligence sur le moteur, puis tu leur poses une question, ils sont le cœur ouvert de savoir, OK, ce monsieur-là, on va avoir une belle discussion ensemble. Finalement, il te permet d'avoir un peu plus de connaissances sur la voiture et d'aider comme il faut à régler ton problème, quand il y a un problème qui surgit. Mais sur ces autos-là, il y a toujours des problèmes. Ça prenait des équipes d'ingénieurs, des équipes de mécaniciens, donc c'est tout le temps de garder des notes, de prendre ces choses-là. Donc, ça a permis de bâtir une expertise chez Porsche où j'ai réglé certains problèmes avec différents systèmes d'injection à ce moment-là pour remplacer les vieilles boîtes qui ne fonctionnaient plus, mais on cachait les nouvelles boîtes dans les anciennes boîtes. On les faisait réfléchir de la même manière pour que le son soit pareil, pour que l'algorithme à l'intérieur soit pareil. Wow. Et au bout de la ligne, on a fait un grand bout de chemin ensemble. Et puis, certaines de ces expertises-là, cette expertise-là qui m'a amené à restaurer la Porsche, la Formule 1 Footworks, la dernière en existence avec un moteur qui roule vraiment. J'ai un autre ami aux États-Unis, à Indianapolis. Un de un. Les autres sont soit détruites, brûlées, ou les moteurs. Il reste en fait un moteur Porsche de F1, mais il est coulé dans du béton. Donc, c'est une encre à bateau qu'ils ont mis dans le musée. Et quand j'ai contacté le fabricant de ce moteur-là, M. Metzger, qui est décédé maintenant, qui est, d'après moi, le plus grand motoriste au monde, celui qui a fait le moteur Air-Cooled qu'on connaît maintenant, le moteur appelé Porsche Air-Cooled, et aussi son dérivé de moteur de GT3 que vous aimez tous. C'est M. Metzger qui l'a désigné, qui l'a dessiné, qui l'a rêvé. Et à ce moment-là, d'appeler ce monsieur-là pour lui demander le firing order et l'angle des pistons. Il me dit, mais pourquoi vous voulez savoir ça? M. Metzger, j'ai ce moteur-là dans mes mains. On restaure la dernière Footworks qui reste. Il dit, je pensais qu'ils avaient tous sauté ce moteur-là. Il dit, il est bien content. C'était, si je peux me permettre, il y a certaines pièces techniques que certains manufacturiers fabriquent, comme mettons la Toyota Previa. Tu demandes à Toyota s'il y a un projet que vous voulez dire qu'on n'a jamais vendu. La Previa, c'est une de ceux-là. Mais Porsche, malheureusement, ils ont essayé de faire un miracle de moteur de Formule 1. Et le moteur n'a pas été super successful. Donc, malheureusement, il me dit, on n'en est pas très fiers. Voici ce que tu devrais faire pour que ça fonctionne bien maintenant. Voici les chiffres que tu aimerais avoir, mais je ne peux pas t'en donner plus parce qu'on ne s'est jamais rendu à tester dans ces zones-là. Les moteurs ont tous pété un après les autres. Donc, on a démarré le moteur, on l'a tuné sur le dyno, il a roulé dans la voiture, on l'a parqué, puis on a dit au propriétaire... Touche plus à ça. Touche plus. Tu veux le starter, là, ça te prend... Tu le ramènes à la shop, on le start, tu l'entends, boum, 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 on l'arrête, puis on le parque là. Donc... non, ça a été une autre aventure. Mais encore une fois, c'est toujours de fil en aiguille. C'est toujours, je reçois un appel de quelqu'un. « Hey, j'ai tel projet, est-ce que ça t'intéresse? » Due diligence, prendre l'information et d'aller faire le projet après. Oui, parce que le gars qui a un moteur dans le monde qui reste, il ne faut pas qu'il donne à quelqu'un qui va le péter, là, parce que c'est fini. Là. Exactement. Puis pendant ces années-là, petite parenthèse, après Cranfield, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Reinhard Koppe en Autriche, qui était un ancien mécano pour Porsche, qui a eu le contrat de remonter 10 Sauber à l'époque, qui était commandité par Red Bull, et pour évidemment mettre au parc automobile de Red Bull. Donc, beaucoup d'allées-venues en Autriche, du Canada, pour remonter ces autos-là. Beaucoup de tests en piste avec les voitures aussi. Touchait à des choses qu'un mécanicien de tous les jours ne peut pas mettre dans ses mains, un moteur de Formule 1 avec des springs assistés par pression hydraulique et mécanique et pneumatique aussi. Des choses qui sont fabuleuses. Donc, on a remonté ensemble, moi et Reinhard, plusieurs véhicules aussi. Quand j'avais du temps, « Do you have 2 weeks for me? Yes, I have 2 weeks for you. » On faisait le line-out du harnais. On branchait l'ordinateur sur la table. Des projets absolument fabuleux. Je devrais donner à Carl une coupe de stock movies pour vous montrer après. Là, c'est vraiment des beaux projets non-stop. Non-stop. Je ne peux pas m'arrêter de travailler. Je ne peux pas m'empêcher de travailler. J'ai l'impression que si je ne fais pas certains projets qui me mettent à cœur, je vais manquer quelque chose après. Mais je ne suis pas psychiatre, là, mais tu as un diagnostic, quelque chose, ça n'a pas d'allure. Là. Hein, il y a de quoi, là? C'est certain. Hein? On va y aller avec le segment T'aimes la mécanique. On dirait que le segment est commencé depuis 45 minutes avec Karim, la Société de gestion des huiles usagées, qui vous présente ce segment-là. Écoute, je pense qu'on n'a jamais rencontré quelqu'un qui nous a autant parlé de mécanique avant qu'on présente Ça a été quoi ton plus gros buzz mécanique quand toi, tu avais les mains dedans, là? Pas en tant qu'ingénieur, mais en tant vraiment... Puis ça peut être quelque chose de personnel que tu as fait pour toi aussi, que tu dis, je suis tellement fier d'avoir comme
Oui. Petit séminaire de Québec. J'avais acheté, sans dire à mes parents, un skidoo, un vieux Nordique 440. Puis on avait remonté pendant la séance d'études un carburateur Tillotson HD. Tout le monde sentait le gaz autour de nous, mais c'était vraiment notre accomplissement de remonter. Mais ce qui nous a vraiment fait plaisir, surtout à moi, mon chum avait déjà son skidoo, c'était de remettre le carburateur, de mettre souder une pipe de moto parce qu'on n'avait pas la pipe d'origine, de démarrer le moteur de skidoo avec du clean flow, du démarreur à troc, que le skidoo commence à avancer, que je sois sur le skidoo avec le moteur qui roule sur la neige. Première fois qu'on remontait un moteur de... Moi, c'était la première fois que je remontais un moteur de ma vie de 2 temps, ou moteur period. Puis ça... Quand le moteur a démarré, là, je pense que c'était comme si c'était le plus beau jour de ma vie. Là, c'est mon plus gros souvenir. C'est une simplicité infantile. C'est arrivé plusieurs fois, peut-être 1000 fois après ça, mais ça a été mon plus gros... Et ça a probablement été justement le moteur de... On dirait un boss d'un héroïnomane qui recherche à trouver son premier fixe. Là. Exactement. T'sais? On peut le regarder comme ça. Non, mais c'est comme une drogue. L'analogie, oui, effectivement. L'analogie de réussir à démarrer le moteur, effectivement, c'est quelque chose qui est fabuleux. De plus en plus complexe aussi. Ouais. Parce que c'est ça, c'est pas toujours la même chose que tu repeats. Là. Ouais. T'arrêtes pas de monter ton niveau, c'est ça qui est fou. Puis Karim, c'est MacGyver en passant. Moi, je me rappelle d'une fois, en drift avec mon BMW V8, il pleut à Sio, l'auto, ça roule pas, j'ai des problèmes d'ordinateur, problèmes de tout. Et il faisait froid cette journée-là. C'était épouvantable comme température. Karim est là comme spectateur chumé qui vient voir les courses. Et là, à un moment donné, Karim fait quelques tests, puis là, tout le monde, tous les mécanos ont abandonné. La journée est finie. Karim me regarde, il voit mon scooter, défait le tableau de bord du scooter, baragouine ça dans le moteur parce qu'il y avait des espèces de... J'ai pas compris ce que t'as fait. Le moteur ne chargeait pas. On perdait tellement de puissance avec l'alternateur que les injecteurs n'allumaient plus, puis le coil n'allumait plus. Les coils n'allumaient plus. Fait que finalement, après on a mis quelques lumières en série, on a réussi à faire en sorte, comme une diode, que l'alternateur commence à charger, puis Carl a pu finir la fin de semaine avec ça. Mais à partir du dash, t'as un scooter à côté. Là. OK, dans le fond, t'es Iron Man. Dans une grotte, c'est sûr que tu te fais... Man, t'as pas idée, là. C'est un génie, mais tu sais... Le monde le voit défaire le scooter. Puis là, tu sais, quand tout le monde a abandonné, puis que dit l'auto, elle marchera pas, c'est fini, on pousse ça dans le trailer. Puis là, tu vois MacGyver en taquis qui arrive, qui réussit à tout faire marcher. C'est quoi qui se passe? Là? Ça charge pas, là. Il y a toujours une raison pour ça. Là. Amène ça ici, on va s'en occuper. Ça prend une ampoule là, c'est réglé. C'est une machine. Là. Merci à Sogu, la Société de gestion des usagers, qui gère justement le programme de récupération de produits d'entretien mécanique, que ce soit huile, antigel, contenant vide, filtre à l'huile. Vous allez sur sogu.com pour connaître évidemment le programme, mais aussi les points de chute, parce qu'il y en a partout au Québec. Puis, vous ne versez pas ça dans les égouts. Non, mettons, hein? Très important. On n'est pas là. Vous avez des véhicules, vous en occupez, vous faites votre maintenance. Assurez-vous de vous débarrasser des produits dans les bons endroits. On ne met pas ça dans les égouts, certainement pas. Merci pour le beau message, c'est super. On poursuit maintenant. Là, on était rendu... Écoute, là, on joue dans le temps avec toi. Là. Ouais. On avance puis on recule. C'est comme une série télévisée. Exactement. Là, donc, tu travaillais pour cet homme qui a une collection, M. WeatherTech, on va l'appeler? On va l'appeler M. WeatherTech, effectivement. M. McNeil. Puis, donc, après ça, tu vas en Autriche faire quelques semaines par-ci par-là? Oui, pendant ce temps-là. Ça a commencé principalement après Cranfield jusqu'à il n'y a pas longtemps. Quand il y a eu le COVID, on a ralenti un peu. Je suis retourné une fois encore. Et puis, après ça, malheureusement, on a dû arrêter parce que j'avais d'autres projets ici. Et Red Bull ont décidé de ralentir certaines choses aussi pour se concentrer. C'était des gros budgets pour remonter les anciennes Formule 1. Ils ont décidé de se concentrer sur les modèles actuels. L'objectif de remonter des anciennes Formule 1, c'est quoi? Garder l'histoire L'héritage? des véhicules. L'héritage, exactement. En sachant que Peter Sauber avait encore énormément de pièces, en sachant encore qu'on peut faire des shows. Avant que ce soit trop tard, dans le fond. Exactement. C'est pas un peu comme Ferrari qui garde ses Formule 1, qui est l'espèce de musée des Formule 1 en diagonale. Oui, effectivement. Sauf que eux, c'est vraiment pour être capable de faire des shows avec. Donc, il faut encore être capable de faire des tours de piste efficaces. Eux étant qui? Sauber et Red Bull. Ouais, parfait. Ouais. Genre, ils vont aller à Goodwood, puis... Exactement. La première voiture qu'on a faite roulait à Goodwood en 2016-2017. L'ancienne voiture de Wendlinger. Je leur ai donné un peu de la boîte parce qu'ils n'ont pas bien réchauffé le moteur avant de monter la côte.
Donc, ils sont supposés commencer la procédure 1h30 avant de démarrer le moteur, de remplir le gaz et tout ça. Puis finalement, ben, ils n'ont pas... Ils ont fait ça à la va-vite. On fait ça à mitaine, comme on dit. Puis je sais pas ce qui s'est passé après, mais ça sonnait pas très, très correct quand ils sont descendus de l'autre bord de la montagne après. Oh. Donc, non, c'est vraiment des pièces de collection, là. Il y a une petite anecdote sur cette voiture-là que je pourrais vous raconter. La C14. La C14, à l'époque, c'était une des premières voitures, dans la première génération de voitures, où on contrôlait la boîte de vitesse avec une valve pneumatique. Une valve hydraulique. La Moog Valve, ça s'appelle. Fabricants Moog qui font les mêmes pièces de suspension qu'on connaît maintenant. Cette valve-là est contrôlée par des milliampères. Des milliampères pour pas que ça prenne trop de jus, mais on est capable de passer de la première vitesse à la 7e vitesse en peut-être 0,5 secondes. C'est fabuleux comme boîte de vitesse, c'est fabuleux comme technologie. Et lorsque on a commencé à retravailler sur ce véhicule-là, on a remarqué que notre Moog Valve était abîmée. Donc, j'ai appelé les gens de chez Cosworth, j'ai appelé les gens de chez Moog. On m'a dit, il existe 3 morceaux en existence de cette Moog Valve-là. Vous en avez une qui est abîmée maintenant. Les 2 autres, on ne peut pas les atteindre. Comment ça, on ne peut pas les atteindre? Bien, c'est pas compliqué. C'était de la technologie de satellite à l'époque. Donc, il y a 2 satellites qui sont équipés avec la même Moog Valve pour pas être capable de faire tourner les pales. Donc, ils sont en orbite encore. Les pièces ne sont pas disponibles. Le gars de Moog commence à rire. Je fais comme, mon Dieu, c'est extraordinaire. Il dit, je vais vous envoyer une photo, vous allez comprendre tout de suite. On m'envoie une photo de la C14 en piste, en Europe quelque part. Il y a quelqu'un qui a un costume cravate à côté de la voiture de course. Costume cravate. Je me dis, c'est quoi cette photo-là? Il dit, c'est un agent secret de MI5 ou de MI6, je ne me rappelle plus lequel. Puis il dit, si vous agrandissez en dessous de son veston, il y a un pistolet mitrailleur MP5. Parce que lui était là pour protéger ce morceau-là qui, à l'époque, tout le monde voulait se l'accaparer parce que non seulement c'était une pièce de Formule 1, ça c'était correct, mais c'est aussi une pièce que les Européens et les Américains avaient mis dans l'espace. Donc, probablement les Russes ou quelqu'un d'autre essayaient de se l'accaparer. C'est vraiment, à l'époque, la fine pointe de technologie. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour ne pas consommer d'énergie, mais qu'on puisse utiliser pour changer de vitesse le plus vite possible? Maintenant, il n'y a plus personne qui utilise des Moog Valve. On utilise quelque chose d'autre, avec différents transpondeurs, différents transducers à l'intérieur, mais maintenant, on regarde ça puis on en rit. Hein? C'est vrai qu'effectivement, les 2 autres morceaux, si on voulait les remplacer, on ne pourrait jamais les atteindre. Pardon. Ils sont en haut. Puis lui, il avait une mitraillette. C'est bon. C'est extraordinaire. T'as fait quoi? À l'époque, on l'a remplacé par quelque chose d'autre. Okay. On est allé voir un manufacturier qui était en Angleterre qui s'appelle Shiftech. On a demandé à Shiftech de fabriquer un device pour être capable de changer la vitesse qui fonctionnait par pression hydraulique, mais qui était utilisé d'une manière un peu plus civilisée. On a trouvé des valves hydrauliques qu'on a matchées avec ça et on a tout reprogrammé au complet de l'ordinateur. Fait que les vieilles F1, mais c'est pas drôle à dire, hein? Les vieilles F1 que tu remontes, d'après moi, c'est la seule fois que je vois ça de ma vie. Les vieilles F1 que tu remontes, essentiellement, tu as un problème pas juste de compétences, mais d'approvisionnement réel. Absolument. Il y a des systèmes d'injection qui fonctionnent avec des batteries. Des batteries, on ne peut plus les trouver, on ne peut plus les acheter. Il faut les faire refonctionner. Il faut s'arranger pour extraire la cartographie d'origine à l'intérieur, pour comprendre comment elle marche, parce que si tu arrives à enlever ce qu'on appelle le bin file de la cartographie, tu ne vas pas nécessairement savoir qu'est-ce qui est quoi. Tu vas avoir une page de data grande comme ça, puis tu ne sais pas qu'est-ce qui est le changement de vitesse, qu'est-ce qui est le blip, qu'est-ce qui est l'injection, le rupteur est à combien. Donc, il faut deviner ce genre de choses-là. Puis parler à des gens qui, à l'époque, ont travaillé sur ces voitures-là. Puis ensuite, assembler le puzzle tranquillement, peinturer la photo à la main, comme on dit, puis au bout de la ligne, tuner la voiture comme il faut. Fait que c'est des challenges, c'est extraordinaire. Mais c'est malade, ça. Oui. C'est fou raide. Ça, c'est... C'est le summum de l'accomplissement, non? Je pense que c'est peut-être autant de gagner un championnat d'IMSA ou un championnat de GT3 avec une équipe d'usine que de réussir à remonter une Formule 1 en essayant de comprendre comment 120 ingénieurs pensaient à l'époque pour faire en sorte que ça fonctionne encore. Là. Parce que là, c'est aussi le côté artistique, oui. Puis le côté du petit gars qui veut monter un skidoo avec un carburateur qui ne fit pas là-dedans, qui revient. Exactement. Absolument. Les people skills de réussir à parler à tout ce monde-là, mais qui sauve à toi. Oui. Parce que c'est pas parce qu'il y a la compétence qu'il y a le goût de t'en parler. Ah aussi. non, absolument. Les Allemands et les Anglais sont des spécialistes pour ne pas répondre à tes questions puis pour te faire tourner autour du pot. Là, tu sais, quand on est devant l'orienteur, là, à l'école, ils nous disent, des fois, il faut que tu fasses une journée carrière pour confirmer. Oui. J'ai l'impression qu'avec toi, il faudrait faire une année carrière pour comprendre un peu ce que tu fais, tellement que ça n'a pas de bon sens. C'est vrai. Ouais. Mais c'est non-stop. Là, quand il y a un projet qui
touche l'œil, on dirait. Là, c'est comme, il faut que je le fasse, Le téléphone sonne de partout. Je veux dire, peut-être plus quotidiennement, mais ça reste que c'est susceptible de sonner de partout dans le monde par la réputation que tu as. Je ne veux pas péter les bretelles, mais ça sonne tous les jours. Mais c'est parce que c'est un peu comme le haut de la pyramide. C'est-à-dire que ces gens-là ont des voitures, disons, haut de gamme avec certaines problématiques, parce que c'est souvent pour ça qu'on t'appelle. Problématiques historiques ou désir de maintenance, puis de garder la voiture en roulant à sa manière originale. Si tu veux. Ces gens-là se parlent. Là. Oui, effectivement. Le bouche-oreille est très fort. C'est ça. Le bouche-oreille est très fort dans ce domaine. La clientèle, c'est-tu plus éventuellement des entreprises avec un souci de conserver l'héritage, ou ça peut être un riche héritier princier qui a une collection de chars qui veut que il y a un peu des deux, parce qu'il n'y a pas plusieurs méthodes de régler la question. Ouais. Donc, que ce soit une personne, une chose qui est essentielle, c'est que le budget soit là. S'il n'y a pas le budget, on ne peut pas réussir à ramener ces voitures-là en vie. Ouais. Que ce soit une 962 où on a besoin de cylindres, ou que ce soit une Formule 1 qu'on a besoin d'un système d'allumage, ça va coûter des sous quand même. Là. Le problème, c'est trouver la manière de faire l'approvisionnement, de trouver la pièce ou de la recréer pour qu'elle fonctionne de la même manière. Ça, c'est le plus grand problème. Donc, encore les connexions et le budget. Le reste, tout se fait. Mais au fur et à mesure que l'histoire avance, on se fait des connexions, on rencontre des gens, on fait des premiers projets ensemble, les gens voient qu'eux sont capables et que toi, tu es capable. À ce moment-là, on continue. Il y a du respect qui s'installe, puis c'est ça qui est fou. Là. Si on continue maintenant dans la carrière. Oui, plus loin. Mon Dieu. Fast forward solide depuis 3 ans avec Ferrari en GT3. Comment ça arrive, ça? Ça arrive où je débarque d'une belle aventure de 3 ans avec une équipe Mercedes qui est supportée en IMSA par Mercedes. On a des pilotes d'usine. Et après 3 belles années, on me fait assez confiance pour engager un ingénieur, un aérodynamicien, quelqu'un qui va faire la stratégie pour nous autres. Et je décide d'engager comme pilote Mick Grenier. Oh, quand même. Mon rêve, c'est toujours de travailler avec une gang de Québécois. Mick Grenier, un pilote que j'adore, qui conduit très bien, un gars de Québec, avec qui j'ai beaucoup de respect. Puis j'essaie d'engager aussi en sideline Marc-André Côté, avec qui j'ai travaillé à Cranfield, chez Nismo, et aussi avec certains projets Mercedes, parce qu'il a travaillé aussi pour Mercedes HWA à l'époque. Donc pour moi, c'est comme, ça va être génial. On va être les chums, l'équipe, la voiture, support de factory support, on va être les meilleurs. Puis à un moment donné, le propriétaire de l'équipe, qui a 95 ans, commence à vouloir faire certains autres changements, puis il décide de faire un changement radical. On avait fini à notre première année complète, 2e au championnat. En IMSA, ce qui est l'équipe avec le moins de budget, les moins bien organisés, quand on se compare aux grandes équipes, puis avec les plus belles promesses. On était premier au championnat jusqu'à la troisième dernière course. Finalement, on se fait damer le pion parce qu'on fait 2 mauvais pit stops. On finit 2e au championnat. Championnat manufacturier, championnat d'équipe et championnat pilote. Et on avait des belles aspirations pour l'année d'après. Puis à un moment donné, j'ai dit non, je ne recommencerai pas à construire une équipe. Ils voulaient changer les mécaniciens, ils voulaient changer tout le monde. J'ai dit, dans ma tête à moi, je me suis dit, c'est fini. T'es rendu là, il est temps de passer à un autre challenge, ça sera pas comme avant, ça sera pas comme tu veux l'année prochaine. Mais Grenier signé, c'est réglé, tant mieux pour l'équipe, c'est génial. Tu disais ça toi-même. Oui, c'est ça. Donc, j'ai eu cette belle offre d'un ami qui est venu me voir, il dit, on lance une équipe Ferrari, est-ce que tu veux venir rouler avec nous autres? J'ai dit, let's go, next projet. Donc, ça a été vraiment fabuleux. Concrètement, ça se passe comment quand tu acceptes le rôle chez Ferrari? Tu habites où? Tu travailles J'habite à Montréal, principalement, toujours. C'était condition sine qua non d'habiter à Montréal avec la famille, les amis et tout le monde. J'ai une femme fabuleuse et une fille de 5 ans maintenant. Elle avait 2 ans quand j'ai dit oui, en me disant que je devais être de plus en plus présent avec la famille. Et finalement, je voyage de Montréal à Orlando très souvent. L'équipe est un dealer, Triarci Competizioni, qui a pas le plus grand dealer Ferrari en Amérique du Nord, mais ceux qui vendent le plus de voitures au monde. Ils ont gagné 3 fois d'affilée le dealer. Le nombre d'unités. Le nombre d'unités vendues en termes de Ferrari. Okay. Pour un dealer, quand on rentre, il y a des belles voitures, il y en a quelques-unes, mais c'est un dealer qui ne paye pas de mine. Mais ils ont tellement le service, ils ont tellement le sourire quand on rentre là-bas, il n'y a aucune raison de ne pas acheter une voiture de chez eux. C'est extraordinaire. Ils ont vraiment la chose. C'est une histoire de famille là-bas. Le père qui est au New Jersey vend des Ferrari aussi. Le fils qui a même pas 30 ans maintenant, je pense qu'il vient d'avoir 30 ans cette année, lead
la concession. Il est le pilote principal de l'équipe. Ce qui est extraordinaire aussi. C'est un des seuls au monde pilotes de GT3, on ne peut pas dire professionnel, mais qui a sa propre écurie, qui court avec l'écurie et que Ferrari dit « You've got the blessing ». Et puis, aller rouler vite. Puis, c'est vraiment une belle relation. On a des voitures neuves à chaque année. On a un programme client cette année. On a roulé une deuxième voiture 021. On fait l'endurance, on fait les sprints en ça. On fait vraiment toutes les choses qui sont intéressantes à faire avec une belle voiture GT3 comme ça. Dans ce que je pense qui est le plus beau championnat au monde pour une voiture GT3. Là. Les MISA aux États-Unis, là, c'est fabuleux. Donc, ta job consiste à... Ma job consiste à m'assurer que la phase d'injection, la phase d'allumage, la phase de suspension, tous les systèmes de contrôle électronique sur la voiture et aussi sur la télémétrie, tout soit parfait. J'ai un rôle de coordination entre l'aérodynamicien, entre le stratégiste. On se sépare le travail et j'ai, bien heureusement et avec un immense plaisir, du input dans chacune des stratégies ou dans chacune des étapes de la voiture. Combien de fuel on met, combien de fuel on enlève, combien de temps on garde ce pilote-là par rapport au temps qu'il fait. Est-ce qu'on change de stratégie de fin de course? Est-ce qu'on swap des pilotes? Est-ce qu'on fait des doubles stints, des triples stints? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'arrange? Quel genre de pression on va mettre dans les pneus? Quelles sont la moyenne de traction? Ce genre de choses-là. C'est vraiment un menu complet de compétences qu'il faut appliquer à ce moment-là. Et c'est ce que j'aime le plus parce que je suis vraiment branché avec les meilleurs de l'industrie dans l'équipe. Donc, je ne peux pas être dans un endroit, il y a des gens qui viennent des États-Unis, des Italiens qui sont avec nous autres, des mécaniciens italiens, on a des ingénieurs qui viennent d'Australie et de Nouvelle-Zélande parce que c'est les meilleurs sur le marché, c'est les meilleures compétences qu'on ne peut pas trouver. Money is no object. Là. Le but, c'est d'être le meilleur. Money is no object, mais il faut avoir le bon cerveau pour être capable de se rendre au bon endroit. Évidemment. Oui. Ça coûte cher, effectivement, mais rouler une Ferrari aussi, ça coûte cher. Les pièces, tout ça, là, c'est... c'est faramineux. Regarde les prix, là, puis les prix des sensors, tout parce ça. Que tu vois ça passer parce que tu en commandes des fois qui sont brisés ou peu importe. Oui, exactement. Je vois les factures passer des fois, puis ça fait une petite crise cardiaque. Moi, Karim est relax en passant. Des fois, on s'appelle... Karim, moi, excuse-moi, je suis à Sebring, là, on est à veille de faire un petit stop, là, je suis dans mes calculs. Oh, c'est beau, ça, on se rappelle. Oui, des fois, quand j'ai la possibilité de prendre un appel de Carl, je le prends, mais des fois, c'est un peu plus sérieux, là. Le téléphone est fermé en dessous du bureau, puis... Mais t'as pas le choix d'être relax, j'imagine. Ouais. Parce que pour chaque problème, il y a une solution, mais il faut que tu sois calme. Si t'as pas de calme, tu peux pas trouver. Surtout si tu fais une course de 10 heures, de 12 heures ou de 24 heures, tu peux pas commencer à t'énerver à la première heure. C'est pas là que ça se passe, anyway. Ouais. Mais tu sais, moi, ce qui me vient à la tête, là, c'est que j'écoute ton pedigree, puis honnêtement, je le trouve fascinant, là, vraiment. Merci. Puis je suis sûrement pas le premier qui t'en parle. Maintenant, mais toi, personnellement, là, y a-tu un rêve qui pourrait paraître inaccessible aux yeux des gens, auquel tu n'as pas touché, mais avec le cumul des compétences que tu as, qui est même pas parmi un, parce que tu as tellement touché à d'affaires que tu es multidisciplinaire, que tu aimerais réaliser un moment donné? Mon Dieu. Très bonne question. À part la paix dans le monde puis curer le cancer. Donc... Non, mais là... Miss Univers, tu sais. Non, je suis pas assez belle pour ça. Miss Univers, je laisse ça à d'autres personnes. Écoute, honnêtement, je pense que c'est de rendre les gens autour de moi heureux puis en santé. À part ça, je peux pas... J'ai vécu mes rêves, j'ai vécu ce que j'avais envie de faire. C'est pas terminé, j'en ai d'autres. Mais c'est ça, la question. C'est ça? C'est quoi les autres? Quels sont ces rêves-là? Honnêtement, je pense que gagner les 24 heures du Mans, ça serait... une belle boucle, la King Coche olympique, comme on pourrait dire en bon québécois. Une belle boucle. Peut-être pas une finalité, mais de continuer, d'avoir la possibilité de continuer à apprendre les prochaines technologies, ce qui s'en vient. L'électrification s'en vient maintenant. Moi, je pense que ça va être peut-être attaqué un peu par l'hydrogène. Oui. Tu penses peut-être ça? Je pense. Mais c'est quasiment... c'est l'idée de la Porsche arrière. On dit que l'hydrogène, on ne voit pas que... Mais pourtant, Toyota a l'air de miser là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui misent là-dessus. Ouais. Il y a beaucoup de gens. Misent là-dessus, mais les seuls chars à l'hydrogène qu'il y avait, ça n'a pas été un lancement fulgurant, puis c'est une bombe qui roule. Là. Effectivement, mais tout est une bombe qui roule. Que ce soit de l'essence ou de l'électricité, c'est soit un dispositif qui peut s'enflammer, que tu ne peux plus arrêter, ou quelque chose qui va exploser. Les voitures, c'est ça. Ouais. c'est sécurisant d'une même, hein? Mais t'as raison, cela dit. Oui, vas-y. Mon grand problème, c'est que
Et puis ça, c'est quelque chose qu'on peut pas nier dans l'histoire de la planète. On a de moins en moins le temps. C'est vrai. Si tu as un problème avec ta voiture électrique, je peux pas t'amener un bucket d'électricité pour que tu remplisses ta voiture, pour que ta génératrice ou que ton système auxiliaire puisse fonctionner. Donc, tu es arrêté sur le bord de la route jusqu'à ce que quelqu'un prenne le temps de venir te charger. L'hydrogène, tu peux remplir un réservoir d'hydrogène. Le gaz, tu peux remplir un réservoir de gaz. Propane, la même chose. Si tu n'as pas le temps de remplir ta voiture ou de remplir ton système de maison, ou peu importe, comment ça fonctionne? On a de moins en moins de temps, mais on nous demande d'attendre et de choisir maintenant avec Hydro-Québec, est-ce que je chauffe ma maison à température confortable ou est-ce que je remplis mon véhicule? T'as raison. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça nous emmène nous. Cette belle finalité de dire on veut tout plus vite, plus rapide, plus sécuritaire, plus machin, plus ci, plus ça. Mais on n'a ni l'infrastructure, ni le temps de remplir une voiture électrique. Je suis d'accord avec toi, mais de toute façon, j'ai jamais cru à ça. La diffusion globale de l'électrification des transports. Là, je peux le dire maintenant parce que la compagnie n'existe quasiment plus, mais j'ai eu quelques in avec la compagnie Lyon Électrique. Et il y a certains ingénieurs qui ne croyaient pas du tout aux camions de transport à longue distance parce que, OK, ta batterie va peser combien pour être capable de faire 1000 km? Ben ouais. Ou bien, il faut que tu t'arrêtes combien de fois pour faire 1000 km? Ça ne vaut pas la peine, ça va coûter plus cher. Si le client le veut overnight, 1000 km plus loin, tu ne l'auras jamais. Tu ne l'auras jamais. You can't roll overnight to bring it over. Ça me fait penser un peu dans un problème différent, mais les motoneiges électriques... J'en ai perdu un peu d'argent avec eux autres, mais pour moi, c'était le rêve de dire un motoneige électrique qui fait une longue distance, ça serait fabuleux. Oui, mais ils font pas J'embarque là-dedans. Exactement, c'est pas possible. Puis les gars qui font du skidoo, c'est Mont-Valin, on a toute l'électricité dans les chalets. Imagine-toi, si tu dois trimballer ta génératrice Honda de 5000 watts pour recharger ton skidoo, puis ça te prend 24 heures à charger. Ça pousse pas d'ampérage fort, Exactement. Tu as flirté avec le nom Ferrari, donc ça nous amène au segment Bet365 avec le code promo Nation ou Nation. Si vous voulez avoir un bonus, est-ce que tu suis la Formule 1? Un petit peu. Quand j'ai le temps avec des amis, le dimanche matin, on écoute les courses. C'est un bon divertissement. J'aime ça parce qu'on peut voir les problèmes des gens, les stratégies, tout ça. Mais je ne suis pas un passionné de Formule 1. Parce que là, le prochain Grand Prix, c'est en Italie, justement. Oui, effectivement. C'est quelque chose que tu aimerais... est-ce que tu as déjà assisté au Grand Prix d'Italie, étant dans l'écurie? Non. On est parfois amené au circuit de F1 lorsqu'il y a des courses de soutien, comme l'année dernière au circuit de Gilles Villeneuve, mais j'aimerais énormément voir toutes les courses en Italie, parce que l'ambiance est extraordinaire. Elle doit être extraordinaire pendant les courses de Formule 1, mais j'adorerais faire ces Grands Prix-là. Je ne suis pas quelqu'un qui traîne à la piste trop quand je ne suis pas au travail. Ouais. Il y a certains Grands Prix que j'aimerais aller voir. Puis en Italie, je crois que ça devrait être mythique comme Grand Prix. Là. Vous autres, l'avez-vous fait, Grand Prix d'Italie? Personnellement, non. Non, toi, tu as fait Monaco dernièrement. J'ai fait Monaco, j'ai fait Montréal. Là, j'ai des billets. Je m'en vais en 17 octobre au 19 octobre au Texas. Parce qu'il y a comme un trip différent. Oui. Je trouve pareil. Tu sais, moi, ce qui me gosse, là, je suis quelqu'un de bien simple. Puis à un moment donné, la bourgeoisie, là, puis le trop glamour, c'est... Je trouve qu'on s'éloigne un peu de la richesse du sport automobile qui était une proximité entre des passionnés qui se mettent sur la piste pour s'affronter puis qui font ça un peu dans un esprit communautaire, je vais dire ça comme ça. Nashville, pas Nashville, mais excuse-moi, Texas, Austin, Texas. Très belle piste d'ailleurs. Très belle piste. Circuit des Amériques, fabuleux comme circuit. Puis tu arrives là-bas, puis ils jouent du country, tu manges le brisket. Ouais. Fait que je trouve que ça ramène. En tout cas, c'est sûr que tu vas pas là-bas guinder, là, d'après moi, moins qu'ailleurs en tout cas. Ça, c'est 19 octobre. Ouais, 19 octobre. Et tous mes respects à Dominique Fugère au GPTR, parce que c'est ce qu'il essaye de faire, de garder le Grand Prix familial, amical, accessible technologique. Fabuleux. Moi, c'est le plus beau Grand Prix que j'ai vu, je pense, c'est au GPTR. C'est vraiment une des plus belles ambiances qu'on peut pas avoir au Québec pour un événement. Là. C'est super. Puis est-ce que tu regardes les pilotes, évidemment, le classement des pilotes, tu regardes aller. Oui. Est-ce que tu peux prendre pour un autre pilote que Ferrari? Absolument. Je suis quand même d'esprit libre. J'aime beaucoup les pilotes et l'attitude des gars de McLaren. Je trouve que c'est un bon coup qu'ils donnent depuis des années. C'est bien préparé. Énormément de respect pour eux autres. Je pense que de dire que les deux ont les rênes libres à faire ce qu'ils veulent pour être capables de gagner le championnat, de faire en sorte que ça devient parfois un peu sauvage, je l'avoue, mais ça donne un autre goût de piment à la Formule 1, puis je pense que c'est pas mauvais. Ouais. C'est pas mauvais. C'est trop d'histoires déjà écrites qui se passent. On regarde Hamilton, on regarde tout le monde autour, et puis on se dit, c'est le fun qu'il y ait du sang nouveau. Puis pour une fois que Verstappen ne gagne pas toutes les courses une après les autres, moi, je trouve ça quand même fabuleux. Pour une fois qu'il y a quelques problèmes à gérer, on va le laisser gérer.
Tant pis pour lui cette année s'il n'y a pas le championnat. C'est-tu un peu aussi, comment dire, boucler la boucle avec où tu as étudié en Angleterre? Peut-être. J'ai déjà eu des opportunités pour aller travailler en Formule 1 quand je suis sorti de l'université, sauf que le problème, c'est que quand on commence une carrière en Formule 1, que ce soit chez McLaren ou bien chez Mercedes, on se retrouve à avoir un horaire assez chargé. Et des amis à moi qui sont sortis de Cranfield, qui sont encore là-bas, qui ne sont pas encore mariés, qui n'ont pas d'enfants, qui travaillent jour et nuit dans la bâtisse, puis qui se disent est-ce que c'est ça réussir? Oh. C'est pas équilibré. Je voulais avoir une vie équilibrée, puis être ingénieur en GT3, c'est l'équilibre parfait. Tu peux faire ce que tu veux. Ah oui. Tu peux faire ce que tu veux. Surtout avec les voitures vintage, tout ça, avec lesquelles je joue régulièrement, tu décides de ton horaire. Okay. Les courses, tu les décides pas, Non. mais au moins, tu n'es pas obligé d'aller la fin de semaine au travail pour écouter ce qui se passe sur la piste, même si tu es un ingénieur de design, par exemple. Mais eux, c'est mandataire. La moitié des gars sont là en train d'écouter les courses la fin de semaine. Puis ils sont en train de préparer les solutions si des problèmes arrivent. Ah, ouais. Pendant la Ils sont course. en gestion de risque éventuelle. C'est non-stop, 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 non-stop. Ça devient vicieux à un certain point. Tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie quand tu es mécanicien en F1 ou ingénieur en F1. Là, c'est non-stop. Tu es toujours au service de. Exactement, exactement. Puis, Les salaires ne sont pas extraordinaires chez dire, Ferrari. ils gagnent-tu leur vie de façon... Chez Ferrari, vous avez l'honneur de travailler chez Ferrari, donc votre salaire va être de temps. Mais c'est ceux qui payent les moins chers à F1, c'est les Ferrari. Wow. Ouais. Qui ont autant d'aspirations que les autres, sinon plus. Effectivement. Mais c'est une belle équipe. C'est une équipe qui a du standing. C'est une équipe qui a de la diligence. C'est une équipe qui a un respect extraordinaire pour ses travailleurs. Mais malheureusement, pour certains mécaniciens, le salaire n'est pas là. C'est dommage, mais c'est des gens qui tiennent beaucoup à Ferrari et tiennent beaucoup à l'image de la compagnie. C'est des carriéristes, les gens qui travaillent chez Ferrari. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Les mécaniciens européens changent souvent d'équipe, mais les mécaniciens chez Ferrari restent là-bas pour très longtemps. Fidèle. Très longtemps, oui. Ouais. Oui, il y a une chose qui m'étonne, Karim. Avec ton passé de rallye, que tu n'aies jamais été travailler en championnat du monde de rallye, je suis persuadé que tu as eu des offres en quelque part. Là. J'ai eu des offres pour être motoriste dans plusieurs équipes, mais c'est un travail qui demande être derrière un dyno ou dans une shop moteur à faire des moteurs toute la journée. C'est pas quelque chose qui est intéressant. Toucher à tous les domaines, que ce soit la traction, l'allumage, la suspension, le châssis, la carrosserie, l'aérodynamique, c'est super intéressant. C'est ce qui amène la finalité de la performance de la voiture. C'est ce qui m'intéresse le plus. C'est être capable de prendre toute cette technologie-là, de l'amener ensemble et de la faire fonctionner. Le moteur, c'est beau, c'est fantastique, mais ça t'amène quoi? Qu'est-ce qui pousse la transmission? Qu'est-ce qui fait tourner les essieux? Qu'est-ce qui fait tourner les roues? Qu'est-ce qui donne la traction? Qu'est-ce qui fait glisser les pneus? Qu'est-ce qui permet d'améliorer le freinage? C'est ces choses-là dans la voiture qui sont fabuleuses. C'est pas nécessairement chaque petit élément tout seul, mais c'est l'ensemble de l'œuvre qui est vraiment fabuleuse. Est-ce que je me trompe ou t'aimes ça être un peu le chef d'orchestre d'une voiture? Oui, effectivement. De pouvoir faire jouer le violon après ça, puis que oui. C'est beau de le voir comme ça, mais c'est beau de le voir aussi défiler devant nous sur la télémétrie. De savoir, la voiture est en piste, le pilote tourne, je vois le tour, je vois le data de la pression d'essence, je vois le data de la traction des pneus, de la vitesse des roues, quand l'ABS embarque, quand l'ABS débarque, quand le contrôle de traction embarque, quand le contrôle de traction débarque. Je vois ça live devant moi. Et de savoir que tout ça, c'est en synchro, puis dans une chanson bien orchestrée. C'est comme si tu voyais la partition se créer en même temps, puis que toutes les notes sont en bonne place dans les bons temps aussi. Exactement. On est capable d'attraper les problèmes avec la télémétrie très vite aussi. Donc, c'est extraordinaire comme technologie. Tout ce qu'il faudrait aller voir une course. Absolument. 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 Vous êtes les bienvenus. Ça, oui, ça serait génial. Honnêtement, là, c'est le fun, mais c'est dur de suivre Karim. Parce que dans son rôle, il y a tellement une compréhension infinie que, pour nous autres, tout va trop vite. On voit plein de lignes sur un écran, mais tu me demandes d'expliquer ces lignes-là, je ne peux pas t'en expliquer une. Puis Karim, il gère 100 lignes de données, puis on dirait que tout est au ralenti dans sa tête. C'est comme s'il était dans son bain tranquillement avec son bubble bath. Mais c'est-tu méga secret ou nous, on aurait accès? Non, je peux vous montrer certaines affaires. C'est pas un problème pour ça. Là. Je peux vous faire un cours, le livre Télémétrie pour les nuls. Non, mais tu sais, je veux dire, je sais bien que tu es occupé puis tout, mais moi, c'est parce que c'est un univers tellement fascinant et méconnu. Avec plaisir. Je trouverais ça fabuleux que Carl vienne me visiter avec vous autres sur une piste de course à un moment donné, chaud ou pas chaud, pour être capable de vous montrer vraiment où est-ce qu'on est rendu dans les technologies des voitures GT3. C'est extraordinaire.
J'imagine. Road trip. Ça conclut ce segment Bet365. Puis là, j'ai quelques questions en rafale, comme ça. Vas-y. Pour se détendre. Shoot. Combien tu as eu de voitures dans ta vie? 14. Ça aussi, c'est étonnant. Hein? Oui. J'ai pensé quand vous avez posé la question à l'autre gars. Je sais que c'est en rafale, là. Ah oui, mais parle-nous donc de tes autos actuelles. Parce qu'il y a des trésors là, que Merci de poser la Pat, question. il va se rouler dans sa chaise. OK, on est prêt. La dernière voiture que j'ai achetée, c'est pas un trésor, c'est un joujou que j'ai toujours voulu avoir. J'ai acheté, believe it or not, une i3 de BMW. Pour plusieurs raisons. Première raison, parce que mon professeur d'université des matériaux composites, c'est lui qui a designé le système pour être capable de faire le co-bonding du châssis et de la tube. C'est une tube en carbone, assemblée en plusieurs morceaux. Je ne vous fais pas un cours classique. Et c'est lui qui a designé le système à chaud et froid pour être capable de tout coller ça ensemble, pour pas que ça décolle. Okay. Ça fonctionne encore. Puis je me suis dit, je veux une voiture genre électrique, mais moi, j'ai pris le moteur avec le range extender en arrière parce qu'un moteur au gaz pour recharger l'électricité, c'est toujours bon. En tout cas, tu es dans le trou. OK. J'ai aussi une X3 que je roule tous les jours. J'adore ça. Pour la famille, c'est génial. J'ai aussi une Subaru de rallye qui a appartenu numéro 40 Dave Mirra, que Dieu ait son âme maintenant. C'est sa voiture, la voiture avec laquelle il a roulé la dernière fois au championnat nord-américain. Je l'ai acquis de Vermont Sports Car lorsque j'ai fini ma maîtrise. J'ai fait ma thèse de maîtrise avec eux autres. Je ne peux pas en dire plus que ça. Mais à la fin, quand ils sont venus me voir, après on a fait un genre de mini debrief, on m'a dit, Karim, avant de partir en Angleterre, tu voulais acheter la voiture de Dave Mirra, le châssis, puis la remonter au complet. Je dis oui. Bien, viens dans l'entrepôt. Il dit, les boîtes de pièces sont là, le châssis est là, le moteur est là, la transmission est là. As-tu besoin de quelque chose d'autre? Je dis, non, ça me prend une facture. On était dans le bureau, ils m'ont donné les papiers de la voiture, ils m'ont donné les clés, ils m'ont dit, amuse-toi, mon pit. Aïe, aïe. Fait que j'ai cette voiture-là. Remontée, elle est remontée au complet. La seule chose qui manque, elle est peinturée du même tone. Il reste juste à la faire wrapper. Mais tout est là, la boîte séquentielle, le dernier volant que Dave a conduit, le dernier siège que Dave a conduit. Je manque d'espace un jour. Je manque d'espace un petit peu. Autre bébelle que j'ai maintenant aussi, une 930 Turbo. Ouais. Que j'ai fini de remonter pendant le COVID pour mon père. Widowmaker. Widowmaker, mais là, remonter avec la technologie actuelle. Donc, système d'injection Motec, faire en sorte d'avoir du boost assez rapidement, qu'il y ait du lag. C'est ça, avant d'attendre que qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis dans le champ. Là, on a ajusté certaines choses. Je voulais vraiment qu'elle soit facile à conduire pour mon père. Mon père l'a conduite une fois. Il a 84 ans, des difficultés à marcher maintenant, malheureusement, le vieil âge, mais il m'a dit, construis-moi une dernière voiture manuelle pour conduire. J'ai fabriqué ça pour lui. C'était vraiment trippant. J'ai eu de l'aide de bons chums pendant le COVID. Pas dire où parce qu'ils vont être dans le trouble. On va revenir les voir. Qu'est-ce que vous faisiez à travailler sur une voiture pendant le COVID? On n'en parlera pas trop. J'ai qui attend une 911 964 noir sur noir, que j'ai besoin de moteur là-dessus, qui est aux États-Unis qui m'attend. J'ai quelques autres bébelles plaisantes là, qui sont en embuscade dans deux, trois endroits. J'ai plus de place pour mettre les voitures. C'est ça que je dis. Dans le fond, c'est comme sur le dos d'un requin, il y a toujours un petit poisson qui se nourrit, puis ça aide les deux. Un rémora, exactement. C'est exactement. Ouais. Si tu as besoin d'espace, parle-moi-en. Pas de problème. Non, c'est plaisant. Va louer une nouvelle entrepôt. Pat, il est là pour t'aider, de tout son cœur. C'est gentil. Ta première auto, tu en as parlé tantôt, ta Rabbit? Golf GTI 84. Golf GTI. Oui. Golf 1, c'est un Pardon, Rabbit, excuse-moi, Rabbit GTI 84, effectivement. La meilleure que tu as eue? La meilleure voiture? La meilleure que j'ai eue. D'un point de vue d'ingénieur, ça doit être différent aussi que... Faut pas le voir comme ça, parce qu'on n'a jamais les voitures qu'on est capable de se payer. On a les voitures qu'on est capable de se payer, mais on n'a jamais le nec plus ultra de ce qu'on voudrait avoir. T'as raison. Que j'ai conduit en termes d'ingénieur, qui m'a donné le plus de punch, j'ai été chanceux de passer beaucoup de voitures, de conduire beaucoup de voitures qui sont dans ma bucket list. Mais celle que j'ai le plus appréciée, parce que ça m'a donné un coup de cœur absolument extraordinaire, c'est une McLaren F1 GTR. Oh. Bon, là... Ouch. Hey, on se connaît pas assez, mais je t'enverrai promener. Ouch. C'est comme un pas rien qu'une F1, une GTR en plus. C'est comme un troupeau d'éléphants qui bugle en arrière de toi. Karim, il se dégêne. Les comparaisons karimiennes. Tu sais que j'ai vu une Gordon Murray .50 en Espagne. Extraordinaire comme auto. Pas de sens, là. Extraordinaire. Ça, tu veux parler de technologie, puis de moteurs qui respirent, de pulsations calculées. Écoute, je pense qu'ils ont pris 10 ans pour développer ce moteur-là. Ouais. Mais c'est extraordinaire, là.
Hey, no turbo. Non, pas besoin de ça ici. Mais la bonne, mauvaise nouvelle, c'est que tout le monde connaît la nouvelle maintenant. Ouais. Fait que c'est inaccessible. Ouais, Je veux dire, absolument. Ton autodrive, ça serait celle-là ou... L'autodrive. Honnêtement, c'est un fantasme, ça, Charles. il y a une voiture pour tous les jours. Je sais pas si ça existe vraiment. Une voiture de rêve. Quelqu'un qui dit, moi, j'aimerais avoir une McLaren F1 dans la rue, peut-être. Je crois que c'est une voiture qui est peut-être pas pratique, mais qui serait le fun à conduire. J'essaie toujours de me mettre en situation dans les voitures. C'est pour ça que je peux pas dire une voiture de rêve. Je me dis, OK, une McLaren F1 à Montréal, non. Mais non, tu la regardes, ça ne prend pas. Là. Une Porsche GT3 à Montréal, non. Donc, je me fais toujours ramener à la logique de la chose ou l'environnement qu'on a autour de nous. Je pense, honnêtement, voiture de rêve. Dans les rues de Montréal, Hummer. Même pas. Je pense que ça finirait par se déboîter tout seul. Tu tournerais à gauche sur du parc, puis d'après moi, une roue qui reste là. C'est certain. Une fois Notre-Dame. C'est maléfique, Montréal, là, pour les roues. C'est terrible. C'est épouvantable. Je pense, honnêtement, une McLaren F1 de rue, old school, grise, comme la première originale qui est sortie, sans froufrou, ni flash, ni quoi que ce soit, mais il faudrait que j'habite dans une ville où je sois capable de la conduire et puis la sortir du garage. Monterey, tu sais. Exactement. La plus belle voiture, selon toi, est la plus laide. Là, on parle juste de design. En termes de design, le derrière de la Ferrari 296 GT3, c'est une œuvre d'art. Une œuvre d'art. Pas la voiture de rue, la voiture de course. Les ouvertures sont au bon endroit. Le grillage fit parfaitement. C'est vraiment, je ne peux pas le dire, mais c'est vraiment une belle paire de fesses. Si on peut comparer ça, oser comparer ça. Je n'ai pas d'affront à personne, mais honnêtement, le derrière de l'auto est vraiment bien designé. Les roues sortent bien. L'aileron sort bien. L'extracteur sort bien. C'est vraiment le derrière parfait. Mais devant de la voiture, je n'aime pas beaucoup. Là, tu as bien dit la 296. 296 GT3. GT3. Ouais. De course. Oui, de course, absolument. Là, c'est juste le derrière. C'est la première fois qu'on vit ça. Ça arrive des fois qu'on voit un beau derrière puis qu'on aime ça. Effectivement. Ouais. La plus laide. Ça va être rendu qu'on va peut-être poser la question à d'autres invités. Ton plus beau derrière de char. Et la voiture la plus laide maintenant? Une affrosité qui existe en Europe qui s'appelle la Fiat Multipla. Oh. Multipla. Ça explose, mais de loin la Aztec. C'est vraiment pas beau. Là. Ouais. La Aztec, c'est un classique. Là. Oui. La Fiat Multipla, là, ça va être votre nouveau classique. C'est pas élégant. Il va falloir qu'on se trouve Ben l'image oui. de ça. Parce que... Absolument. Attends, on l'a là. Ben non, en fait- Oui! OK, ouais, Simon, ça, on va c'est la mettre, laid. là, J'ai les- déjà embarqué il va la là-dedans. C'est juger. un accident à devenir, cette affaire-là. Ouais. C'est épouvantable. C'est C'est épouvantable. épouvantable. des fois, les designers, hein, c'est... Non, il l'échappe complètement. Bière, alcool, drogue, quelque chose, rentre au bureau le lendemain. Fin de chiffre. Exactement. Avant de démissionner, il veut se venger. Vendredi 4h59, stamp ça. Ou Faire bien ça. une vengeance au boss. Tu veux me faire de l'overtime? Exactement. À Maranello, chez Ferrari, pour se promener d'un département à l'autre, c'était ça qu'on prenait. Fait que c'est vraiment, là, on regardait l'auto, on était là, C'est la seule sérieusement, place qui on pouvait est quand même passer chez ici. Ferrari. Probablement. Il nous en reste, qu'est-ce qu'on fait avec? Amène ça chez Ferrari. Oui, non. On Puis, je peux va vous les dire, gêner. ils l'ont vu en photo, là, mais en vrai, c'est pire. Parce que tu marches autour, puis il n'y a pas un angle que tu fais. Non, c'est laid. OK, laid, je comprends. C'est affreux. Ton pire move en voiture? Demande à la carte de l'apprendre à jumper un char. On peut-tu la compter, celle-là? On peut Ben tout oui, compter. c'est mon là-dessus ami. qu'on va finir. On a le temps de finir sans masse. Un jour, Carl et moi, de Saint-Esprit, on a décidé d'aller sauter une traque de chemin de fer. Je ne dis pas où, je ne dis pas quand, je ne dis pas avec quelle voiture. Mais ça a fini qu'on a regardé les yeux du gars par-dessus qui on a jumpé avec sa voiture parce qu'il était en dessous de la C'était pas voiture. votre char, là. On était avec notre voiture. OK. Ah, c'était moi qui On a conduisais, sauté la traque je de chemin de laisse. fer et on s'est retrouvé avec une voiture en dessous de nous. Le gars, il a levé les yeux. Moi, j'ai baissé les yeux. On a vu les yeux du gars pendant qu'on passait par-dessus sa voiture. C'était le pire move que j'ai jamais fait de ma vie. Mais D'où ça comme m'a hasard. appris c'est quoi un atterrissage réussi en voiture. Tu gardes le gaz au fond, puis tu lâches jamais le gaz. Je fais plus ça, maman, je te le promets. Ah, wow. Mais ça a été la pire décision, le pire move à faire en voiture à ce moment-là. Ah, c'est vraiment bon, là. Je pense que si on donnait Méritas cette année, à la fin de la saison, on pourrait faire ça. C'en est un. Ben, s'il n'y a Et- personne qui s'est blessé puis que l'atterrissage s'est bien Ben, passé. le trou ouvrant, il ouvrait puis il fermait difficilement après. Là. Effectivement. Mais puis si on veut saluer ta maman, on pourrait parler de son golf vert 4 portes aussi. Voyons.
Allons-y. OK, on passe à un autre appel. On peut avoir un Tu vas te extra? faire rogner. Carl, vas-y, raconte-le celle-là. Le changement d'huile n'était pas loin d'être dû. On avait un aller-retour Montréal à faire. Karim, il dit vas-y, conduis, parce que j'avais la réputation de faire Québec-Montréal-Québec J'avais oublié ça. très rapidement. Excuse-moi. Donc, puis il y avait son entretien le lundi matin chez Vaux. Fait qu'on met le gaz au fond à Québec, on lâche le gaz à Montréal, on remet le gaz au fond à Montréal, on relâche à Québec. Mais tu avais un speed limiter. Et Karim arrive le lundi pour faire l'entretien. Puis là, ils disent on va garder la voiture plus longtemps. Il semble avoir un problème. Selon l'ordinateur, vous auriez atteint le rupteur de vitesse comme 400 fois dans les derniers. Non, ça avait aucune classe. Là. Ma mère a dit non, c'est impossible, il doit y avoir une erreur. Maman, c'était pas une erreur, c'est la faute de Carl. Wow! Aujourd'hui, tu aurais pu prendre cet ordinateur-là et le modifier pour être sûr que les données soient échangées. Rupteur, bye-bye. Fait qu'on salue M. Nabil et Mme Antaki, que je respecte profondément. Je m'excuse, papa et maman. Je n'ai pas fait exprès. Sur ces excuses, nous autres, on te remercie, Karim. Merci énormément, les gars. C'est vraiment le fun. J'apprécie beaucoup. Trace de break vous est présenté par Nokian Tires.